Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Manhattan, New York. La Pinnacle Tower. Sarah Lopez n'aurait jamais imaginé qu'une simple plainte pour nuisance sonore à 2 heures du matin entraînerait le moment le plus humiliant, et paradoxalement le plus libérateur, de sa vie. Ça suffit. Cria-t-elle, frappant du poing contre la porte renforcée du penthouse. Vous pensez que vous pouvez organiser des fêtes toutes les nuits juste parce que vous avez de l'argent? La musique électronique pulsait à travers le bois d'acajou, étouffant ses protestations. Sarah enchaînait les doubles journées, graphiste le jour, illustratrice freelance la nuit, et elle avait désespérément besoin de ces quelques heures de sommeil. Lorsque la porte s'ouvrit enfin, révélant un homme grand aux cheveux bruns ébouriffés et aux yeux couleur ambre qui semblait évaluer sa valeur nette en temps réel, Sarah perdit complètement son sang-froid. « Oh, c'est vous » dit-il, s'appuyant contre le chambranle avec une arrogance qui fit bouillir le sang de Sarah, la voisine coincée du 15e étage. « Coincée ?» Sarah rit, mais il n'y avait aucune trace d'humour dans son rire. « Coincée ?» Écoutez bien, prince du penthouse. En fait, c'est plutôt roi du penthouse, l'interrompit-il, affichant un sourire qui faisait probablement fondre les autres femmes, mais ne faisait qu'enrager davantage Sarah. Peu importe, roi, prince ou empereur galactique, je m'en fiche. Sa voix résonna dans le couloir, réveillant probablement la moitié de l'étage. Vous êtes un gamin gâté, arrogant et égoïste qui pense que le monde tourne autour de lui. Une petite foule commença à se rassembler, des voisins en pyjama, le personnel de l'immeuble, même le gérant de l'immeuble apparut. Vous savez quel est votre problème? Continua Sarah, pointant un doigt vers son torse. Vous n'avez jamais entendu le mot nom de toute votre vie. Je parie que vos parents vous ont tout donné sur un plateau d'argent, que vous n'avez jamais travaillé un seul jour, que vous êtes l'un de ces bébés de fonds fiduciaires qui achètent les gens comme ils achètent un café. Son sourire vacilla une fraction de seconde, si rapidement que Sarah faillit ne pas le remarquer. Et savez-vous quoi d'autre? L'argent n'achète pas les bonnes manières. Il n'achète pas la considération. Et il n'achète certainement pas le droit de rendre la vie de tout le monde misérable. Waouh, murmura Madame Garcia du 12e étage. Elle n'y est pas allée de main morte. Sarah conclut, essoufflée, gardez votre musique à un volume humain après 22 heures, ou je rendrai votre vie extrêmement difficile. Et croyez-moi, je suis très créative quand je suis en colère. Un silence de mort. Même la musique s'était arrêtée. L'homme l'observa longuement, ses yeux ambrés scrutant son visage comme s'il mémorisait chaque détail. Intéressant, murmura-t-il enfin. Très intéressant. Puis, à la stupéfaction générale, il sourit, pas ce sourire charmeur et travaillé, mais un sourire sincère et presque ravi. Comment vous appelez-vous, pétard? Sarah cligna des yeux, déstabilisée par ce changement soudain. Quoi? Votre nom? Je pense que je devrais connaître le nom de la femme qui vient de me remettre verbalement à ma place devant la moitié de l'immeuble. Sarah, répondit-elle automatiquement, avant de le regretter immédiatement. Mais ça ne veut pas dire. Eh bien, Sarah, dit-il, lui tendant la main comme s'il était à une soirée chic plutôt que dans un couloir à 2 heures du matin, elle en pyjama taché de café, je suis. Je me fiche de savoir qui vous êtes, le coupa Sarah, ignorant sa main tendue. Contentez-vous de baisser le volume. Elle pivota sur ses talons et marcha jusqu'à l'ascenseur, laissant derrière elle une foule stupéfaite et un héritier milliardaire très intrigué qui venait de vivre quelque chose qu'il n'avait jamais rencontré auparavant, quelqu'un qui se fichait, éperdument de son argent ou de son statut. Alors que les portes de l'ascenseur se refermaient, Sarah aperçut son reflet dans la porte, toujours debout dans l'embrasure, la regardant avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Elle n'avait aucune idée que l'homme qu'elle venait d'humilier publiquement était Ethan Stonewell, héritier de l'empire Stonewell Enterprise, l'une des familles les plus puissantes d'Amérique, et elle n'avait absolument aucune idée que son éclat venait de faire d'elle la personne la plus intéressante qu'Ethan ait rencontrée dans toute sa vie privilégiée. Le jeu, comme on dit, était sur le point de commencer. Manhattan, New York, siège de Stonewell Enterprise. Ethan Stonewell n'avait jamais été traité de gamin gâté en face. En ses 28 ans d'existence, les gens avaient murmuré dans son dos. Bébé de fonds fiduciaires, prince à la cuillère d'argent, héritier d'entreprise, mais personne n'avait jamais eu l'audace de le lui dire directement jusqu'à la veille. Il était assis dans son bureau d'angle au 52 étage de la Stonewell Tower, censé examiner les rapports trimestriels, mais son esprit revenait sans cesse à une paire d'yeux noirs furieux et à un pyjama taché de café. « Monsieur », son assistant James frappa à la porte vitrée, « votre rendez-vous de 10 heures est là. » « Annulez-le », dit Ethan sans lever les yeux de son écran d'ordinateur. « En fait, annulez tout jusqu'à midi. » James haussa un sourcil, mais hocha la tête. « Bien sûr, monsieur. Y a-t-il autre chose dont vous avez besoin? » « Des informations, » répondit Ethan, pivotant enfin sur sa chaise. « Je veux que vous trouviez tout ce que vous pouvez sur quelqu'un. » « Espionnage industriel,
Monsieur? Demanda James, sortant sa tablette avec une efficacité rodée. Reconnaissance personnelle? Ethan s'adossa à son fauteuil en cuir. Sarah Lopez vit au 15B à la Pinnacle Tower. Je veux savoir où elle travaille, ce qu'elle fait, son passé, tout. James s'arrêta en plein tapotage. Monsieur, si je puis me permettre. Vous ne pouvez pas. Le ton d'Ethan était sans appel, mais une lueur amusée brillait dans ses yeux. Trouvez-moi simplement les informations. En 2 heures, James avait compilé un dossier complet qui aurait fait la fierté du FBI. Ethan le parcourut avec un intérêt croissant et quelque chose qui ressemblait étrangement à du respect. Sarah Elena Lopez, 26 ans, née à Houston, Texas, de parents immigrés propriétaires d'un petit restaurant, bourse complète pour la Parsons School of Design, diplômée summa cum laude. Pas de fonds fiduciaires, pas d'argent familial. Tout ce qu'elle possédait, elle l'avait gagné elle-même. Elle travaillait chez Carter & Associates, une agence de design de taille moyenne à Soho, mais sa véritable passion était son travail d'illustration freelance. Son portfolio, auquel James avait réussi à accéder, était extraordinaire, vibrant, émotionnel, authentique d'une manière que la plupart des œuvres d'art dans le monde d'État ne l'étaient pas. Elle vivait de salaire en salaire, avait des prêts étudiants et travaillait 60 heures par semaine pour se permettre son petit appartement d'une chambre dans son immeuble, le même immeuble où son penthouse coûtait plus par mois qu'elle ne gagnait en un an. Fascinant, murmura-t-il à lui-même, étudiant une illustration particulière, une scène de rue dans ce qui semblait être son ancien quartier à Houston, pleine de vie, de chaleur et de lutte. Chante téléphone vibra. Un SMS de sa mère. N'oublie pas le gala de ce soir. La fille Harrington sera là. Ah, oui, la scène sociale soigneusement orchestrée, une autre héritière parfaitement polie, une autre alliance stratégique déguisée en romance, une autre femme qui approuverait tout ce qu'il dirait et rirait à toutes ses blagues, qu'elles soient drôles ou non. Contrairement à une certaine pétard qu'il avait traité de gamin gâté, Ethan prit une décision qui aurait choqué son conseil d'administration et probablement donné une légère crise cardiaque à sa mère. James, aplaté, libérait mon emploi du temps pour ce soir. Mais monsieur, le gala pour l'hôpital pour enfants envoyait un don. Un gros. Ethan rassemblait déjà ses affaires. J'ai des affaires plus importantes à régler. Pendant ce temps, chez Carter & Associates, Sarah vivait la pire journée de sa vie professionnelle, ce qui n'était pas peu dire, vu qu'elle avait déjà dû refaire une campagne entière parce que le client avait décidé qu'il détestait la couleur bleue. Lopez, tonna son patron, Michael Carter, à travers la salle de conférence ouverte. Elle attrapa son café, sa 4e tasse de la journée, et se précipita dans la salle de conférence au mur de verre où Michael l'attendait, les bras croisés et un air renfrogné qui aurait pu faire cailler du lait. Vous voulez bien expliquer ça? Il fit glisser une tablette sur la table. Sur l'écran se trouvait son dernier projet, une campagne pour une association locale à but non lucratif. C'était du bon travail, parmi ses meilleurs, en fait. Mais l'expression de Michael suggérait qu'elle avait personnellement insulté sa mère. Quel est le problème? Demanda Sarah, sincèrement perplexe. Le problème, dit Michael, sa voix dégoulinant de condescendance, c'est que vous avez complètement dévié du script. Le client voulait quelque chose de sûr, d'entreprise, d'ennuyeux. Au lieu de ça, vous leur avez donné ça, cette manipulation émotionnelle. Sarah se hérissa. Ça s'appelle raconter une histoire authentique, Michael. L'association aide les vétérans sans abri. J'ai pensé que montrer leur humanité plutôt que de les traiter comme des statistiques serait plus efficace. Vous avez eu tort. Michael s'adossa à son siège. Le client envisage de revoir son contrat. Ils veulent quelque chose de plus traditionnel. Traditionnel signifiant sans âme. Traditionnel signifiant professionnel, le ton de Michael était sans appel. Refaites-le. Rendez-le conforme aux attentes de l'entreprise. Et Sarah, la prochaine fois, respectez le brief. En retournant à son bureau, son téléphone vibra avec un SMS de sa meilleure amie et colocataire, Emily. Mauvaise journée? On dirait que tu veux tuer quelqu'un. Sarah leva les yeux pour voir Emily lui sourire de l'autre côté du bureau. Emily travaillait à la comptabilité mais avait une capacité étrange à lire les humeurs de Sarah à 15 mètres de distance. Pire, répondit Sarah par SMS. J'ai l'impression de perdre mon âme créative. Café plus tard? J'ai des potins qui pourraient te remonter le moral. Définis potin. Tu te souviens de ton prince du Penthouse d'hier soir? J'ai fait quelques recherches. Le cœur de Sarah fit un bond étrange dans sa poitrine. Elle se dit que c'était de l'appréhension, pas de la curiosité. J'ai même fique, mentit-elle. Bien sûr que non. Retrouve-moi chez Joe à 18 h. Et Sarah, tu devrais être t'asseoir pour ça. Le reste de l'après-midi s'écoula comme un escargot blessé. Chaque fois que Sarah essayait de se concentrer pour rendre sa campagne sincère plus conforme aux attentes de l'entreprise, son esprit vagabondait vers des yeux ambrés et ce sourire exaspérant. À 17h47 précise, elle était dehors et courait presque jusqu'à Joe's Coffee,
Le petit café à 2 pâtés de maison où elle et Emily se retrouvaient pour des sessions de potin d'urgence depuis qu'elles avaient emménagé à New York 3 ans plus tôt. Emily était déjà là, pratiquement bondissante sur son siège, à peine capable de contenir son excitation. « Ok », dit Sarah en se glissant sur la banquette en face d'elle, « balance. Emily se penchanaant, conspiratrice. Ton prince du Penthouse. Il s'appelle Ethan Stonewell. » Sarah haussa les épaules. « Donc, un mec riche avec un nom de mec riche. Choquant. » Sarah, les yeux d'Emily s'écarquillèrent, « Stonewell. Comme dans Stonewell Enterprise, comme dans l'une des plus grandes entreprises d'Amérique, comme dans sa famille qui vaut environ 12 milliards de dollars. » La tasse de café glissa des doigts de Sarah, claquant contre la soucoupe. « 12 milliards avec un B ?» Emily sortit son téléphone, montrant à Sarah un article de Forbes. « Ce n'est pas juste riche, ma belle. C'est la royauté américaine, et tu l'as traité de gamin gâté devant la moitié de ton immeuble. » Sarah fixa la photo sur l'écran, un portrait professionnel qui rendait ses yeux ambrés encore plus intenses. « Oh non » murmura-t-elle. « Oh non, oh non, oh non. Oh si, dites. Emily Joyousment. Tu as pratiquement dit à l'un des hommes les plus puissants du pays que l'argent n'achète pas les bonnes manières. Franchement, je suis impressionné que tu sois encore en vie. » Sarah enfouit son visage dans ses mains. « Il va me faire expulser ou arrêter, ou les deux. » « Ou, dit Emily pensivement, il va être intrigué. Réfléchis-y. Quand est-ce que quelqu'un lui a parlé comme à une personne normale pour la dernière fois? Emily, ce n'est pas une comédie romantique. C'est ma vie, et je viens de me faire un ennemi de quelqu'un qui pourrait acheter et vendre toute mon existence sans transpirer. » Mais même en disant cela, Sarah ne pouvait chasser le souvenir de la manière dont son sourire avait changé à ce dernier moment, passant d'un charme travaillé à quelque chose qui semblait presque sincère. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'à cet instant précis, Ethan Stonewell était assis dans sa Maserati devant son immeuble, débattant s'il devait monter s'excuser pour son comportement. Ce qu'elle ignorait vraiment, c'est qu'il avait déjà décidé que Sarah Lopez était la chose la plus rafraîchissante qui lui soit arrivée depuis des années, et ce qu'elle ne pouvait absolument pas imaginer, c'est que son éclat avait déclenché quelque chose qui allait changer leur deux vies pour toujours. Sarah arriva au travail le lendemain matin avec des cernes sous les yeux et une énergie nerveuse née d'une nuit entière à catastropher. Elle avait à peine dormi, son esprit tourbillonnant avec des scénarios catastrophes impliquant des avis d'expulsion et des accidents mystérieux. Elle était tellement distraite qu'elle faillit marcher droit dans l'énorme arrangement floral posé sur son bureau. « C'est quoi ça ?» Sarah s'arrêta net, fixant le bouquet élaboré de roses blanches et de pivoine qui coûtait probablement plus cher que son budget mensuel pour les courses. « Quelqu'un a un admirateur secret ?» chanta Emily depuis le box voisin, mais sa voix portait une note d'inquiétude. « Ça a été livré par coursier il y a environ 20 minutes. Un coursier très chic. » L'estomac de Sarah se noua. Elle tendit la main vers la petite carte blanche nichée parmi les fleurs, les doigts tremblants. « Mademoiselle Lopez, je crois que nous sommes partis du mauvais pied. Voulez-vous vous joindre à moi pour un café cet après-midi pour discuter de nos relations de voisinage? 15 heures à café, Luna et Stonewell. P.S. Je promets de garder ma voix à un volume approprié. »« Oh, c'est mauvais, » murmura Sarah, s'effondrant dans son fauteuil. « C'est très, très mauvais. Qu'est-ce que ça dit ?» Emily grimpait pratiquement par-dessus la cloison du box. Sarah lui montra la carte. Les yeux d'Emily s'écarquillèrent. « Ok, peut-être que ce n'est pas si grave. Je veux dire, il te propose un café, pas d'envoyer des avocats. Emily, les milliardaires ne demandent pas aux gens de prendre un café, ils les convoquent. C'est une convocation déguisée en invitation. » Sarah était en train de spirale, elle le savait, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. « Il veut probablement m'humilier en public avant de détruire ma vie. » Ou, la voix de Michael Carter coupa à travers sa panique, « Il veut discuter affaires. » Les deux femmes se tournèrent pour voir leur patron debout derrière elles, regardant les fleurs avec un intérêt à peine dissimulé. « Monsieur Carter » commença Sarah, mais il leva une main. « Lopez. Dans mon bureau. Maintenant. » Cela devenait un schéma très indésirable. Dans la salle de conférence, Michael était assis en face d'elle avec l'expression d'un requin qui venait de sentir du sang dans l'eau. « Alors, commença-t-il, joignant les doigts, vous voulez bien expliquer comment vous connaissez Ethan Stonewell? Nous sommes voisins. » Ce n'était pas techniquement un mensonge. Voisins, les sourcils de Michael s'envolèrent. Vous êtes voisin avec l'héritier d'une fortune de 12 milliards de dollars. Ce n'est pas comme si nous étions amis ou quoi que ce soit, dit rapidement Sarah. Nous vivons juste dans le même immeuble, non? Michael ne la croyait clairement pas, mais son expression passa de suspicieuse à calculatrice. Eh bien, puisque vous êtes si voisins, peut-être pourriez-vous glisser un mot pour notre firme. Stonewell Enterprise cherche une nouvelle agence créative. Le cœur de Sarah s'effondra. Bien sûr, tout revenait toujours à l'argent et aux relations. Je ne pense pas pensez-y. Lopez.
Un contrat avec Stonewall pourrait assurer l'avenir de cette firme pendant des années. Pourrait vous assurer un avenir pendant des années. Michael Sepenchenawant. Je suis sûr que M. Stonewall serait très reconnaissant de toute aide que vous pourriez fournir. L'implication pesait lourd dans l'air. Sarah se sentait malade. Je vais y réfléchir, parvint-elle à dire. Ponfil. Et Lopez, ne le faites pas attendre. Café Luna, 15 heures. Sarah se tenait devant le café branché de Soho, essayant de rassembler le courage d'entrer. Elle avait changé de tenue 3 fois, optant finalement pour une robe noire simple, assez professionnelle pour une réunion d'affaires, mais assez décontractée pour ne pas sembler qu'elle faisait trop d'efforts. Elle faisait énormément d'efforts. À travers les grandes fenêtres, elle pouvait le voir assis à une table d'angle, faisant défiler son téléphone. Il semblait différent à la lumière de l'après-midi, toujours d'une beauté dévastatrice, mais plus humain, moins comme le prince arrogant du Penthouse, et plus comme un gars ordinaire attendant un café, un gars ordinaire qui pourrait acheter Manhattan, s'il en avait envie. Sarah prit une profonde inspiration et poussa la porte. Ethan leva les yeux lorsqu'elle s'approcha, et ce sourire, le sourire sincère de l'autre soir, s'étendit sur son visage. « Vous êtes venu, dit-il, se levant pour tirer sa chaise. Je n'étais pas sûr que vous viendriez. Honnêtement, je n'en étais pas sûr non plus, admit Sarah, s'installant sur son siège. Café? Ethan fit un geste vers le barista. S'il vous plaît. Grand, fort, peut, être intraveineux. Il rit, vraiment rit. Et Sarah sentit une partie de sa tension s'apaiser. Peut, être que ce ne serait pas un désastre complet. Alors, dit-elle une fois qu'ils eurent leur boisson, de quoi s'agit-il? Êtes-vous ici pour exiger des excuses? Me poursuivre pour détresse émotionnelle? Me faire arrêter pour trouble à l'ordre public? En fait, dit Ethan, s'adossant à sa chaise, je voulais vous remercier. Sarah cligna des yeux. Pardon, quoi? Merci. Pour l'autre soir. Son expression devint sérieuse. Savez-vous depuis combien de temps personne ne m'a parlé comme ça? Comme si j'étais juste une personne. Comme si vous étiez un crétin, vous voulez dire? Comme si j'étais une vraie personne qui pouvait être tenue responsable de ses actions, corrigea Ethan. La plupart des gens me traitent comme si j'étais une sorte de dieu qui ne peut rien faire de mal, ou ils sont tellement intimidés qu'ils peuvent à peine parler. Vous m'avez remis à ma place. C'était rafraîchissant. Sarah le fixa. Vous plaisantez. Non. Ethan se pencha en avant, ses yeux ambrés fixés sur son visage. Dites-moi quelque chose, Sarah. Que savez-vous de l'entreprise de ma famille? Honnêtement, juste ce qu'Emily a trouvé sur Google hier, quelque chose à propos de l'immobilier, de la technologie et d'une richesse obscène. Immobilier, technologie, médias, hôtellerie. Nous avons nos doigts dans beaucoup de tartes. Ethan marqua une pause. Mais ce que nous n'avons pas, c'est de l'authenticité. Tout ce que nous touchons devient poli, corporatif et sans âme. Le mot frappa Sarah comme un coup physique. C'était exactement ce qu'elle avait dit de son propre travail la veille. J'ai regardé votre portfolio, continua Ethan. Votre vrai travail, pas les campagnes corporatives. C'est incroyable, Sarah. Il y a quelque chose que tout l'argent du monde ne peut pas acheter. Du cœur. Comment avez-vous Sarah comment ça, puis secoua la tête. Peu importe, ressources de milliardaires, je comprends. J'ai une proposition pour vous. Et voilà, la vraie raison de cette rencontre. Laissez-moi deviner, dit Sarah, ses murs défensifs se redressant. Vous voulez m'embaucher pour rendre votre entreprise plus authentique? Ajouter du cœur à votre empire sans âme? Non, dit Ethan doucement. Je veux que vous m'appreniez. Vous apprendre quoi? À être réel? À connecter avec les gens sans calculer leur valeur nette? Ah, je ne sais pas, avoir une conversation réelle sans que ce soit une transaction commerciale? Sarah rit, mais il n'y avait aucun humour dedans. Vous êtes sérieux? Vous voulez que je vous donne des leçons pour être humain? Je sais comment ça sonne, dit Ethan rapidement. Mais réfléchissez-y. Quand avez-vous rencontré pour la dernière fois quelqu'un de mon monde qui n'était pas complètement déconnecté de la réalité? J'ai été entouré de bénis oui-oui et de grimpeurs sociaux toute ma vie. Je ne sais pas comment parler à quelqu'un qui ne veut rien de moi. Qu'est-ce qui vous fait penser que je ne veux rien de vous? Ethan sourit de nouveau avec ce sourire sincère. Parce que vous avez clairement dit que vous pensez que je suis un gamin gâté qui ne mérite pas l'air qu'il respire. Eh bien, quand vous le dites comme ça. Écoutez, dit Ethan, posant sa tasse de café et la fixant d'un regard direct qui fit frémir son estomac de manière qu'elle ne voulait absolument pas analyser, je ne vous demande pas de m'aimer. Je vous demande de m'aider à devenir quelqu'un qui mérite d'être aimé. Sarah resta silencieuse un long moment, étudiant son visage à la recherche du moindre signe de manipulation ou de motif caché. Tout ce qu'elle vit était quelque chose qui ressemblait étrangement à de la vulnérabilité. Que proposez-vous exactement? Passez du temps avec moi. Montrez-moi votre monde. Apprenez-moi ce que c'est de travailler pour quelque chose, de lutter pour quelque chose, de se soucier de quelque chose d'autre que des marges bénéficiaires et des cours des actions.
Ethan marqua une pause. En échange, je vous aiderai avec ce dont vous avez besoin, conseils de carrière, connexion, financement pour votre art, ce que vous voulez. Et si je dis non? Alors vous dites non. Je respecterai votre décision. Je déménagerai du Penthouse si ça vous met plus à l'aise. Et nous ferons comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. L'esprit de Sarah s'emballa. C'était insensé. Toute la situation était complètement ridicule. Mais il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose de sincère qui la faisait croire qu'il était sérieux. Et honnêtement, qu'avait-elle à perdre? Sa carrière stagnait. Son patron était un cauchemar. Et elle arrivait à peine à payer son loyer. Peut-être que c'était sa chance de prendre enfin de l'avance. Ou peut-être était-ce exactement comme ça que les jeunes femmes disparaissaient dans les documentaires sur les crimes réels. Comment puis-je savoir que ce n'est pas un jeu élaboré pour vous? Un mec riche qui décide de s'encanailler avec la pauvre fille pour se divertir? Ethan resta silencieux un moment, puis sortit son téléphone et lui montra une photo, une double page de magazine de lui à un gala de charité, entouré de belles femmes en robes coûteuses, tout le monde affichant, des sourires, parfaits et vides. Est-ce que ça ressemble à du divertissement pour vous? Demanda T. C'est mauvais, Sarah. Chaque jour, chaque événement, chaque conversation, c'est une performance constante. Je ne me souviens même plus de qui je suis sous toutes les attentes et les obligations. Sarah regarda la photo, puis lui. Dans le magazine, il ressemblait à un prince parfait. Assis en face d'elle maintenant, il avait simplement l'air fatigué. 2 semaines, entendit-elle dire. Période d'essai. Vous voulez découvrir le monde réel? D'accord, mais on fait ça à ma manière, selon mes conditions. Pas de traitement spécial, pas de raccourci, pas de jeter de l'argent sur les problèmes. Le visage d'Ethan s'illumina comme si elle venait de lui remettre les clés du royaume. Marché conclu, dit-il immédiatement, tendant la main à travers la table. Sarah regarda sa main offerte un moment, puis la serra, essayant d'ignorer la manière dont sa peau frémissait au contact. Marché conclu. Mais Ethan, si vous faites du mal à mes amis, si vous m'embarrassez publiquement, ou si vous transformez ça en un spectacle pour les réseaux sociaux, je ferai passer mon petit discours dans le couloir pour une lettre d'amour. Compris? Compris? Son sourire était maintenant pure malice. Alors, professeur, par où commence-t-on? En le regardant, vraiment en le regardant, Sarah eut le sentiment distinct qu'elle venait d'accepter quelque chose qui changerait tout. Elle espérait juste que cela ne la détruirait pas dans le processus. Absolument pas. Sarah se tenait dans le hall de la Pinnacle Tower, à 7 heures précises, fixant ce qui ne pouvait être décrit que comme une couverture mobile de Forbes. Ethan émergea de l'ascenseur, portant un costume gris anthracite parfaitement taillé qui coûtait probablement plus cher que sa voiture, les cheveux impeccablement coiffés, semblant prêt à conclure un contrat d'1 milliard de dollars, pas à apprendre ce qu'est la vraie vie. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce que je porte? Demanda Ethan, sincèrement perplexe en ajustant ses boutons de manchette en platine. Tout? Sarah croisa les bras. Leçon numéro 1. Les vraies personnes ne portent pas de costume à 1000 dollars pour aller faire des courses. On va faire des courses? On va faire des courses. Mais d'abord, on va faire du shopping. Du shopping. Elle désigna sa tenue. Vous avez l'air de quelqu'un qui va saisir une maison. Il faut qu'on arrange ça. Ethan baissa les yeux sur sa tenue. C'est du Tom Ford. C'est un très bon costume. Je suis sûr que oui. Il crie aussi j'ai plus d'argent que de bon sens à tout le monde dans un rayon de 5 pâtés de maison. Sarah commença à marcher vers la porte. Allez, on va chez Target. Target? Ethan prononça le mot comme si elle avait suggéré de visiter Mars. Target? Vous savez, le magasin avec le logo en cible rouge où les gens normaux achètent des vêtements normaux à des prix normaux. Le trajet jusqu'à Target dans la Maserati d'Ethan fut une expérience en soi. Sarah avait insisté pour conduire. Les vraies personnes n'ont pas de chauffeur, ce qui signifiait qu'Ethan passa tout le trajet à s'agripper à la poignée de la porte et à émettre de petits sons de détresse chaque fois qu'elle changeait de voix. Vous conduisez de manière très agressive, parvint-il à dire alors qu'elle se garait en parallèle entre une Honda Civic et un pick-up. Je conduis normalement. Vous êtes juste habitué à ce que James fasse tout pour vous. Sarah détacha sa ceinture de sécurité et se tourna pour lui faire face. À ce propos, pas d'appel à James aujourd'hui. Pas de carte de crédit sans limite. Pas de mon assistant s'en occupera. Aujourd'hui, vous êtes juste Ethan, un gars ordinaire avec un budget ordinaire. Elle lui tendit une carte de débit prépayée avec exactement 200 dollars dessus. C'est mon budget pour une journée entière. Ethan fixa la carte comme si elle allait le mordre. C'est votre budget pour toute la semaine? Bienvenue dans la réalité, Prince. À l'intérieur de Target, Ethan regardait autour de lui avec l'émerveillement d'un anthropologue découvrant une nouvelle civilisation. Il prit un paquet de t-shirts en coton blanc et examina l'étiquette de prix avec une fascination sincère. 3 chemises pour 12 dollars, murmura-t-il. Ça fait 4 dollars par chemise. Impressionnante compétence en maths, dit Sarah sèchement,
jetant un paquet de jeans dans leur panier. Essayez cela. Taille 32x34. Comment avez-vous? J'ai des yeux, et vous n'êtes pas le premier grand maigre pour qui j'ai dû faire du shopping. Elle marqua une pause, réalisant comment cela sonnait. Mon frère, clarifia-t-elle rapidement. Au Texas. 20 minutes plus tard, Ethan émergea de la cabine d'essayage en ayant l'air normal. Les jeans lui allaient parfaitement, et le simple t-shirt henley bleu marine épousait son corps d'une manière qui fit oublier à Sarah comment respirer pendant un moment. Alors, je suis comment? Demanda-t-il, passant ses mains sur le tissu inhabituel. Comme une vraie personne, dit Sarah, essayant de garder sa voix stable. On prend 2 paires de jeans, 4 chemises, et elle attrapa un sweat à capuche en solde. Ça. C'est gris, dit Ethan, tenant le sweat comme s'il l'avait personnellement offensé. C'est pratique, et c'était à 15 $. Dans votre monde, c'est de l'argent de poche pour le déjeuner. Dans mon monde, c'est 3 repas. Ils passèrent l'heure suivante à déambuler dans Target, Sarah fournissant un commentaire continu sur l'économie de la vie quotidienne. Ethan écoutait avec l'intense concentration de quelqu'un apprenant une langue étrangère, posant des questions allant de pertinentes à absurdes. Pourquoi ne range-t-il pas les produits par couleur? Demanda-t-il dans la section des produits frais. Parce que ce n'est pas comme ça que les gens font leurs courses. Vous ne pensez pas, il me faut quelque chose de rouge pour le dîner. Vous pensez, il me faut des tomates pour une sauce pasta. Mais est-ce que ça ne serait pas plus esthétique? Ethan, ce n'est pas une séance photo. C'est un supermarché. La fonction avant la forme. Ils étaient dans l'allée des céréales quand le désastre frappa. Ethan tendit la main vers une boîte de granola artisanale bio qui coûtait 18 $. Non, dit Sarah fermement, prenant la boîte de ses mains et la remplaçant par un sac de céréales de marque distributeur, ça coûte 4 $ et a la même valeur nutritionnelle. Mais l'autre est bio. Et celui-ci ne nécessitera pas de prendre un petit prêt. Elle brandit le sac générique. Leçon du monde réel numéro 2. Les marques sont souvent juste un emballage coûteux autour du même produit de base. Ethan fixa les céréales de marque distributeur comme s'il s'agissait d'un puzzle qu'il ne pouvait résoudre. Mais comment savez-vous que c'est de bonne qualité? Vous lisez les ingrédients, vérifiez les informations nutritionnelles, et parfois, il faut juste faire confiance que tout ce qui est bon marché n'est pas de la camelote. Sarah adoucit légèrement son ton. Écoutez, je ne dis pas que les choses chères ne valent jamais le coup. Mais la plupart du temps, vous payez pour l'étiquette, pas pour le produit. Ils passèrent à la caisse sans incident majeur, bien qu'Ethan sembla sincèrement choqué lorsque le total s'éleva à 63,47 $. C'est tout? Demanda-t-il alors que Sarah lui tendait le reçu. Pour tout ça? C'est tout. Vous venez d'acheter une semaine de vêtements et de nourriture pour moins que ce que vous dépensez probablement pour un seul déjeuner. Ethan étudia le reçu comme s'il contenait les secrets de l'univers. J'ai dépensé 200 $ pour le déjeuner hier. Bien sûr que oui. Sarah secoua la tête. Allez, la vraie éducation commence maintenant. Leur prochaine étape fut le métro, ce qui s'avéra être une aventure en soi. Ethan n'avait clairement jamais utilisé les transports en commun, et Sarah l'observa avec un amusement à peine dissimulé alors qu'il essayait de comprendre la machine à billets Metrocard. Elle n'accepte pas ma carte, dit-il, la frustration perçant dans sa voix. Parce que vous essayez d'utiliser une Amex noire. Ça prend du liquide ou une carte de débit. Sarah intervint et acheta leur carte. Et il faut passer vite. Mais pas trop vite. Et si ça ne marche pas la première fois, vous attendez 3 secondes et vous réessayez. Ça semble inutilement compliqué. Bienvenue dans la vie des 99% restants. Le trajet en métro jusqu'à Brooklyn fut une éducation en soi. Ethan était assis raide comme un piquet, clairement mal à l'aise avec la proximité des étrangers, les bruits, les odeurs, le chaos général des transports en commun à l'heure de pointe. Détendez-vous, murmura Sarah alors qu'un groupe d'adolescents riait bruyamment de l'autre côté de la voiture. Ce sont juste des gamins qui font les gamins, pas une menace pour votre existence. Je le sais intellectuellement, les jointures d'étain étaient blanches là où il agrippait le poteau, mais je n'ai jamais été dans un espace confiné avec autant de gens qui ne sont pas à mon service. Sarah ressentit une pointe de quelque chose qui aurait pu être de la sympathie. C'est accablant au début, mais regardez autour de vous. Vraiment. Ce sont juste des gens qui vivent leur vie, allant au travail, rendant visite à leur famille, faisant des courses. Comme vous, mais dans des circonstances différentes. Ethan regarda, et peu à peu, sa posture se détendit. Lorsqu'ils atteignirent leur arrêt, il observait les autres passagers avec une curiosité sincère plutôt qu'une terreur à peine dissimulée. « Où allons-nous » demanda-t-il alors qu'ils émergeaient de la station de métro dans la lumineuse matinée de Brooklyn. « Mon ancien quartier. Je veux vous montrer où j'ai grandi. » Ils marchèrent dans les rues de Sunset Park, passant devant des bodegas et des laveries, des petits restaurants et des jardins communautaires. Ethan regardait autour de lui avec le même émerveillement qu'il avait montré chez Target, mais cette fois, il y avait quelque chose de plus profond dans son expression. C'est tellement. Commença-t-il, puis s'arrêta. Pauvre ? Proposa Sarah,
Une pointe défensive dans la voix. Vivante. Dit Ethan doucement. Il y a tellement de vie ici. De l'énergie. Les gens se parlent réellement dans la rue. Ils s'arrêtèrent devant un petit centre communautaire où un groupe d'enfants jouait au basket sur le terrain extérieur. Le son des balles rebondissant et des cris emplissait l'air, mêlé à de la musique venant d'une enceinte et au bourdonnement général de la vie urbaine. Je venais ici après l'école, dit Sarah, s'appuyant contre la clôture. Quand mes parents travaillaient tard au restaurant, Madame Wong, sans lien de parenté, dirigeait le programme après, école. C'est elle qui m'a d'abord encouragé à dessiner. Est-elle encore là? Elle a pris sa retraite l'année dernière, mais elle fait encore du bénévolat. Sarah sourit à ce souvenir. Elle disait que tout le monde a un don, mais que tout le monde n'a pas la chance de le déballer. Elle s'est assurée que j'ai ma chance. Ethan resta silencieux un long moment, regardant les enfants jouer. J'avais des tuteurs, dit-il enfin, des leçons de piano, de tennis, de voile, tout soigneusement planifié et supervisé. Je ne pense pas avoir jamais juste joué. C'est triste. Je ne le pensais pas à l'époque. Je pensais que c'était juste comme ça que la vie fonctionnait. Il se tourna pour la regarder. Quand avez-vous su que vous vouliez être artiste? J'avais 8 ans. Ma mère faisait des doubles journées, et j'étais coincé à la maison avec la grippe. Tout ce que j'avais, c'était une boîte de crayons de couleur et du papier d'ordinateur que mon père avait ramené de son travail de bureau. Les yeux de Sarah devinrent distants. J'ai dessiné notre appartement, mais comme je voulais qu'il soit, avec de grandes fenêtres, des couleurs vives et de l'espace pour que ma mère puisse se vernir les ongles sans s'asseoir sur le comptoir de la cuisine. Vous l'avez encore? Le dessin? Non, mais j'ai ça. Elle sortit son téléphone et lui montra son écran de verrouillage. Une photo d'un petit appartement soigné avec des murs jaunes vifs et des plantes en pot sur toutes les surfaces. L'appartement de ma mère maintenant. Elle a enfin ses grandes fenêtres. Ethan étudia la photo. Vous avez fait ça? Acheté l'appartement? Décoré? En fait, elle a économisé pendant des années pour déménager de notre ancien endroit. Je me suis juste assuré qu'il ressemble à la maison dont elle avait toujours rêvé. Sarah rangea son téléphone. C'est ce que l'art est censé faire, je pense, rendre les choses meilleures, plus belles, plus pleines d'espoir. C'est pour ça que vous étiez si en colère à propos de la campagne corporative. Sarah le regarda, surprise. Vous avez vraiment prêté attention à mon travail. Je vous ai dit, il a quelque chose que le mien n'a pas. Quelque chose que je veux comprendre. Ils se remirent à marcher, passant devant d'autres boutiques et cafés, chacun racontant une histoire de famille immigrée, de lutte communautaire et de petites victoires. Ethan posait des questions sur tout. Pourquoi il y avait tant de petits restaurants au lieu de chaînes? Comment fonctionnait le jardin communautaire? Ce que signifiaient les fresques sur les murs? Tout ici a une histoire, observa-t-il en passant devant une bodega avec des enseignes peintes à la main en 3 langues. C'est ce qui arrive quand les gens vivent vraiment quelque part au lieu de simplement y exister, dit Sarah. Quand votre survie dépend de la communauté plutôt que des portefeuilles d'actions. Ils s'arrêtèrent pour déjeuner dans un petit restaurant dominicain que Sarah connaissait depuis son enfance. La propriétaire, une femme ronde nommée Rosa, accueillit Sarah avec l'enthousiasme habituellement réservé aux héros de guerre de retour. « Mija, tu as amené un ami. » Les yeux de Rosa se posèrent immédiatement sur Ethan, le jaugeant avec l'œil exercé de quelqu'un qui avait élevé 5 enfants et pouvait repérer les ennuis à 3 pâtés de maison. « Voici Ethan, dit Sarah. Ethan, voici Rosa, le meilleur polo de Brooklyn. Asseyez-vous, asseyez-vous. » Rosa les guida vers une petite table près de la fenêtre. « Je vais vous apporter les bonnes choses. » Les bonnes choses se révélèrent être assez de nourriture pour une petite armée. Porc rôti lentement, riz et haricots, bananes plantains sucrés, et yucca avec une sauce à l'ail. Ethan fixa le festin avec quelque chose qui s'approchait de l'émerveillement. « C'est incroyable, dit-il après sa première bouchée. Combien coûte un repas comme celui-ci? 12 $, dit Sarah. Chacun. Ethan faillit s'étouffer avec son riz. 12 $? J'ai payé 50 fois ça pour un dîner. Est-ce que c'était 50 fois meilleur? Honnêtement, non. Pas même de loin. Rosa revint avec du café qu'on luche et un éclat maternel dans les yeux. Prends soin de celle-ci, dit-elle à Ethan, tapotant l'épaule de Sarah. Elle est spéciale. Cette fille travaille trop, ne mange pas assez, mais elle a un bon cœur. Je le vois, dit Ethan, et la sincérité dans sa voix fit chavirer l'estomac de Sarah. Après le déjeuner, ils marchèrent jusqu'à Prospect Park, où Sarah étendit une couverture qu'elle avait achetée chez Target plus tôt, et ils s'assirent sous un arbre, regardant les gens jouer au frisbee, et promener leurs chiens. « Parlez-moi de votre famille, » dit Ethan, s'allongeant sur la couverture et fermant les yeux contre le soleil de l'après-midi. « Que voulez-vous savoir? Tout. Comment ils sont, ce qu'ils font, pourquoi ils comptent pour vous. » Sarah s'installa à côté de lui, veillant à maintenir une distance respectable. « Mon père travaille dans la construction maintenant, mais il était comptable au Salvador. Ma mère nettoie des bureaux le jour et suit des cours en ligne le soir. Elle passe son jet d'en anglais.
Ils sont mariés depuis 28 ans et se tiennent encore la main en regardant la télé. Ils ont l'air merveilleux. Ils le sont. Ils ont tout abandonné pour que j'aie des opportunités qu'ils n'ont jamais eues. Papa travaille 12 heures par jour pour que je puisse aller à l'école d'art. Maman a appris l'anglais en regardant des feuilletons pour pouvoir m'aider avec mes devoirs. La voix de Sarah s'adoucit. Ils n'ont jamais vu l'océan, mais ils m'ont aidé à déménager à New York parce qu'ils croyaient en mes rêves. Les avez-vous emmenés voir l'océan? Pas encore, mais je le ferai. Quand j'aurai ma grande percée, quand je serai assez stable financièrement pour prendre des congés, Sarah s'interrompit, réalisant à quel point cela sonnait creux. Un jour. Ethan ouvrit les yeux et se tourna pour la regarder. Pourquoi un jour? Pourquoi pas maintenant? Parce que je peux à peine payer mon propre loyer, encore moins des vacances pour 3 personnes. Et si l'argent n'était pas un obstacle? Mais c'en est un. C'est le plus gros obstacle. Sarah s'assit, en roulant ses bras autour de ses genoux. C'est la différence entre votre monde et le mien, Ethan. Vous pouvez décider de faire quelque chose et le faire. Je dois planifier, économiser, faire des sacrifices et espérer que rien ne va de travers entre-temps. Ça doit être épuisant. Challest. Mais ça rend aussi les choses plus importantes. Vous savez, quand vous devez travailler pour quelque chose, quand vous devez le choisir au détriment d'autres choses que vous voulez, ça devient précieux. Ils restèrent assis en silence confortable un moment, regardant un groupe d'enfants chasser des bulles tandis que leurs parents riaient et prenaient des photos. « Et votre famille » demanda Sarah finalement. « Comment sont-ils » L'expression d'Ethan devint compliquée. Réussi, motivé, exigeant. Il resta silencieux un moment. Mon père a construit l'entreprise de toutes pièces, commençant par un seul projet de construction et en faisant un empire. Il est brillant, impitoyable et complètement consumé par le travail. Et ma mère, tout aussi brillante, mais d'une manière différente. Elle gère le côté social de notre empire. Gala de charité, connexion politique, s'assurant que nous maintenions la bonne image. Chaque interaction est stratégique. Les aimez-vous? La question sembla prendre Ethan au dépourvu. Oui, bien sûr. Mais je ne sais pas si je les aime beaucoup. Et je ne suis pas sûr qu'ils sachent vraiment qui je suis sous toutes leurs attentes. Que voulez-vous dire? Je veux dire que j'ai été préparé à prendre la tête de l'entreprise depuis l'âge de 5 ans. Chaque école, chaque activité, chaque ami a été choisi pour atteindre cet objectif. Je ne sais pas ce que j'aurais choisi pour moi-même si j'avais eu le choix. Sarah étudia son profil. Qu'est-ce que vous pensez que vous auriez choisi? Je ne sais pas. Être l'architecture. J'ai toujours été fasciné par les bâtiments, par la manière dont ils peuvent faire sentir les gens, mais c'était trop proche de la construction, trop ouvrier pour l'héritier Stonewall. Il n'est pas trop tard, vous savez, pour découvrir ce que vous voulez. Ethan rit, mais il n'y avait aucun humour dedans. J'ai 28 ans, Sarah. J'ai un conseil d'administration, des milliers d'employés, des actionnaires qui attendent certains rendements. Je ne peux pas simplement décider de devenir architecte. Pourquoi pas? Parce que j'ai des responsabilités, des obligations. Des gens dépendent de moi. Les gens dépendent aussi des architectes. Ils dépendent juste d'eux pour des choses différentes. Sarah se recoucha, se tournant pour lui faire face. Vous savez ce que je pense? Quoi? Je pense que vous avez peur. Peur de quoi? Peur de découvrir qui vous êtes quand vous n'êtes pas Ethan Stonewall, héritier de milliards. Peur de découvrir que vous n'êtes pas aussi spécial qu'on vous l'a dit toute votre vie. Ethan resta silencieux si longtemps que Sarah se demanda si elle était allée trop loin. Enfin, il parle. Et si je ne suis pas spécial? Je veux dire, et si sous tout l'argent, le nom et les attentes, je suis juste, ordinaire? Alors vous seriez comme nous autres, dit Sarah doucement. Et être que vous comprendriez enfin pourquoi l'ordinaire peut être extraordinaire. Ils restèrent dans le parc jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher, parlant de rêves, de peur et de l'espace étrange entre qui vous êtes et qui vous êtes censé être. Lorsqu'ils rentrèrent enfin à Manhattan, Ethan était silencieux et pensif. « Merci, dit-il alors qu'il se tenait dans le hall de leur immeuble, pour aujourd'hui, pour tout ça. Ne me remerciez pas encore, dit Sarah, appuyant sur le bouton de l'ascenseur. Il nous reste 6 jours, et demain, nous allons parler de ce que c'est vraiment de travailler. Dois-je avoir peur? Sarah sourit. Absolument. Alors que les portes de l'ascenseur se refermaient entre eux, Sarah aperçut le reflet d'Ethan dans le métal poli, toujours d'une beauté dévastatrice, mais d'une certaine manière plus réelle dans ses vêtements de Target et avec ses cheveux ébouriffés après s'être allongée sur l'herbe. Elle était dans de beaux draps, mais pour la première fois depuis des mois, elle était aussi excitée de voir ce que demain apporterait. L'alarme de Sarah sonna à 5h30, ce qui n'avait rien d'inhabituel. Ce qui était inhabituel, c'était le SMS qu'il attendait de la part d'Ethan, envoyé à 5h15, prêt pour le jour 2. Quel est le plan, coach? Elle fixa son téléphone, se demandant si les héritiers milliardaires se levaient normalement avant l'aube ou si la veille l'avait affecté plus qu'elle ne le pensait. Quoi qu'il en soit, elle avait l'éducation parfaite de prévu pour lui.
Elle répondit par SMS. Retrouve-moi dans le hall à 6h30, habillé comme si tu allais vraiment travailler, et Ethan, apporte des gants. À 6h30 précise, Ethan apparut dans le hall, portant ses nouveaux jeans, un t-shirt gris, et des bottes de travail qui semblaient suspectes d'être coûteuses, mais au moins dans le bon style. Plus important encore, il avait l'air d'avoir réellement dormi, ce qui était plus que ce que Sarah pouvait dire d'elle-même. Elle avait passé la moitié de la nuit à penser à leur conversation dans le parc et à la manière dont il l'avait regardé quand elle l'avait traité de peureux. « Où allons-nous » demanda-t-il alors qu'il marchait vers la station de métro. « Queens. Nous allons passer la journée avec mon cousin Javier. Il dirige une entreprise de déménagement. » Ethan s'arrêta de marcher. « On va déménager des meubles ? On va faire un travail honnête pour un salaire honnête, corrigea Sarah. Javier manque de main-d'œuvre cette semaine, et j'ai promis de l'aider aujourd'hui. Puisque vous voulez découvrir le monde réel, vous allez apprendre ce que c'est de gagner de l'argent avec votre dos plutôt qu'avec votre cerveau. » Le trajet en métro jusqu'à Queens était différent de la veille. Ethan semblait plus à l'aise avec la foule, bien qu'il continuât à regarder autour de lui avec fascination les navetteurs matinaux, ouvriers du bâtiment, infirmières terminant leur garde de nuit, agents d'entretien rentrant chez eux. Ces gens ont travaillé toute la nuit, observa-t-il doucement. Certains d'entre eux. D'autres commencent juste leur journée. Le monde ne tourne pas aux horaires de banquier, Ethan. Quelqu'un doit garder les lumières allumées, le café en train de couler et les rues propres pendant que tout le monde dort. Ils émergèrent du métro dans une partie de Queens, qui ne ressemblait en rien aux tours étincelantes de Manhattan. Ici, les ateliers de réparation automobile côtoyaient les restaurants familiaux, et les bâtiments racontaient des histoires de décennies de travail acharné et de persistance communautaire. L'entreprise de déménagement de Javier opérait depuis un garage reconverti avec 2 camions garés dehors et une enseigne peinte à la main qui disait « Nous déménageons votre vie avec soin ». Javier lui-même les attendait, un homme compact dans la quarantaine avec des avant-bras comme des troncs d'arbres et un sourire qui pouvait alimenter une petite ville, Prima. Il enveloppa Sarah dans une étreinte d'ours qui la souleva de terre. « Et vous devez être le garçon riche dont elle m'a parlé. » Ethan, dit-il, tendant la main. Javier la regarda un moment, puis la serra avec une poigne qui testait si vous étiez sérieux au sujet du travail. Javier Ortiz. J'espère que vous êtes prêt à transpirer, parce qu'on a 3 déménagements aujourd'hui, et je ne paye personne pour rester planté là à avoir l'air joli. Le premier boulot était un petit appartement à Astoria. Un jeune couple déménageant d'un studio à une pièce. Cela semblait assez simple jusqu'à ce qu'ils atteignent le 4e étage sans ascenseur et découvrent que quelques assemblages requis étaient une énorme sous-estimation. « Ok, rookie, dit Javier, tendant une boîte à outils à Ethan. Vous êtes sur le montage de meubles avec Sarah. Je m'occupe du gros du travail avec Diego. » Diego s'avéra être le neveu de Javier, 19 ans, bâti comme un linebacker et doté de la capacité surnaturelle de porter un canapé sur 4 étages sans transpirer. « Ne te sens pas mal ?» murmura Sarah à Ethan alors qu'il regardait Diego naviguer sans effort avec une commode dans un coin étroit. Il n'est pas entièrement humain. L'appartement était un labyrinthe de cartons, de meubles démontés et de 2 jeunes dans la vingtaine très stressés qui s'excusaient sans cesse pour le chaos. « Ce n'est pas grave, les rassura Sarah. Le premier grand déménagement de tout le monde est comme ça. Vous y repenserez et en rirez. »« Vraiment ?» demanda la petite amie, fixant le tas d'instructions Ikea éparpillées sur le sol. « Absolument. Et dans 10 ans, vous aiderez un autre couple à comprendre de quel côté va la clé à laine. » Ethan avait été chargé de remonter une bibliothèque, ce qui semblait simple jusqu'à ce qu'il réalise que les instructions avaient apparemment été écrites par quelqu'un qui n'avait jamais vu une bibliothèque. Sarah l'observa lutter avec la tâche apparemment simple pendant environ 10 minutes avant de prendre pitié de lui. « Ici, dit-elle, s'agenouillant à côté de lui sur le sol. L'astuce avec Ikea, c'est d'ignorer les instructions et de comprendre à quoi la pièce est censée ressembler une fois terminée. Ça semble contre-intuitif. La plupart de la vie est contre-intuitive. C'est ce qui la rend intéressante. » Elle lui montra comment identifier quelles pièces se connectaient réellement à quelles autres, ses mains guidant les siennes alors qu'il triait la quincaillerie. « Vous voyez, les images mentent, mais la physique ne ment pas. » En travaillant ensemble, il parvint à transformer le tas de bois et de vis en quelque chose qui ressemblait réellement à un meuble. Ethan se recula, et contempla leur œuvre avec la satisfaction de quelqu'un qui venait d'escalader l'Everest. « On a construit ça, dit-il, de l'émerveillement dans la voix. Oui, et ça va contenir les livres de quelqu'un pendant des années. Leurs enfants liront peu, être certains de ces livres. Ce n'est pas rien, Ethan. » Le deuxième déménagement fut plus difficile. Une femme âgée déménageant d'une maison où elle avait vécu pendant 40 ans vers une communauté pour seniors, Madame Kim avait emballé toute sa vie dans des cartons, et chacun semblait contenir une histoire qu'elle devait raconter. « C'était la porcelaine de ma grand-mère », expliqua-t-elle à Ethan alors qu'il enveloppait soigneusement chaque pièce dans du papier journal. Elle l'a apportée de Corée quand elle a immigré en 1955. On ne l'utilisait que pour les occasions spéciales. « C'est magnifique, dit Ethan,
tenant une tasse à thé délicate peinte avec des fleurs de cerisier. Vous l'emportez avec vous? Oh, oui. Ma petite fille en voudra un jour, même si elle ne le sait pas encore. Madame Kim sourit. Les jeunes pensent toujours qu'ils n'ont pas besoin des vieilles choses jusqu'à ce qu'ils soient assez vieux pour comprendre ce qu'elles signifient. Sarah observa Ethan écouter les histoires de Madame Kim avec un intérêt sincère, posant des questions sur la Corée, l'immigration et ce que c'était de construire une vie dans un nouveau pays. Lorsqu'ils chargèrent le vaisselier dans le camion, il prit un soin particulier à le sécuriser lui-même. Elle nous confie son histoire, dit-il à Sarah alors qu'il se rendait au nouvel appartement de Madame Kim. C'est ce que ce travail est vraiment, appela Javier depuis le siège du conducteur. On ne déménage pas juste des affaires. On déménage les vies des gens, leurs souvenirs, leurs espoirs pour la suite. C'est pourquoi on fait attention, même quand on est fatigué. La communauté pour seniors était agréable, propre, bien entretenue, avec des activités et des soins médicaux et tout ce dont Madame Kim aurait besoin. Mais Sarah pouvait voir la tristesse dans les yeux de la femme âgée alors qu'il transportait ses affaires dans un espace 2 fois plus petit que sa vieille maison. C'est dur, dit Madame Kim doucement alors qu'Ethan remontait sa table de cuisine. 40 ans dans un endroit, et maintenant tout doit tenir dans 2 pièces. Mais vous emportez les choses importantes, dit Sarah gentiment. La porcelaine, les photos, les souvenirs, les choses qui font d'un endroit une maison. Est-ce que ça en aura l'air, d'une maison? Ethan leva les yeux de la table qui l'assemblait. Ma grand-mère a déménagé dans une communauté de retraités quand j'étais à l'université, dit-il. Elle était terrifiée à l'idée de se perdre dans un endroit qui ne parlait que de vieillir. Mais savez-vous ce qui s'est passé? Quoi? Elle est devenue la directrice sociale officieuse, a lancé un club de lecture, organisé des soirées de jeux, appris aux autres résidents à utiliser des ordinateurs pour discuter en vidéo avec leurs petits-enfants. Elle disait que c'était la première fois depuis des années qu'elle se sentait utile plutôt que juste vieille. Le visage de Madame Kim s'éclaira légèrement. Il y a un cours de poterie ici le jeudi. Voilà, dit Ethan, vissant la dernière vis de la table. Nouvel endroit, nouvelle possibilité. Alors qu'il finissait d'installer l'appartement de Madame Kim, Sarah se surprit à regarder Ethan avec un regard nouveau. Il ne se contentait pas de faire les gestes ou de jouer à être normal. Il se connectait réellement avec les gens, trouvant des moyens de rendre leur journée un peu plus lumineuse. Le 3e déménagement fut le plus difficile à ce jour. Une famille de 5 personnes déménageant d'un appartement exigu à un autre légèrement moins exigu, avec 3 jeunes enfants dans les pattes et des parents qui semblaient ne pas avoir dormi depuis environ 6 ans. « Je suis désolé pour le chaos », dit la mère, Rachel, alors qu'ils examinaient l'appartement qui semblait avoir été frappé par une tornade de jouets. « On a essayé d'emballer tout, mais avec les enfants. »« Ne vous excusez pas, » dit Javier. « On a des enfants. Aussi, on sait comment c'est. » Les enfants, âgés de 3, 5 et 7 ans, traitaient le déménagement comme une aventure, ce qui signifiait qu'ils étaient à la fois utiles et complètement dans le chemin. Le petit de 3 ans, Liam, semblait particulièrement fasciné par Ethan. « Vous êtes un géant ?» demanda Liam, fixant Ethan avec de grands yeux. « Non, je suis juste grand, » dit Ethan, s'accroupissant à son niveau. « Vous êtes un super-héros ? Parce que vous avez l'air d'avoir des super-pouvoirs ?» Liam gloussa et se lança dans une explication élaborée de ses diverses capacités de super-héros, qui incluait apparemment le pouvoir de faire disparaître les jouets dans les coussins du canapé et la capacité de manger exactement la moitié de n'importe quel repas placé devant lui. Pendant que Javier et Diego s'occupaient des gros meubles, Sarah et Ethan furent chargés d'emballer les chambres des enfants, une tâche qui s'avéra plus complexe que quiconque ne l'avait prévu. « Comment ont-ils autant de choses ?» murmura Ethan alors qu'ils examinaient la chambre du petit de 5 ans, qui ressemblait à une explosion de Toys R Us. « Les enfants accumulent des choses, » expliqua Sarah, emballant soigneusement une collection d'animaux en peluche. Chaque jouet a une histoire. Chaque livre est un favori. Chaque projet d'artisanat est un chef-d'œuvre qu'on ne peut pas jeter. Ma chambre d'enfant n'était rien de tout ça, dit Ethan, enveloppant une maison de poupées dans du papier bulle. Tout avait sa place. Tout était éducatif ou adapté à ma position dans la vie. Avec quoi jouiez-vous? Des jouets éducatifs, des jeux d'échecs, des livres sur l'histoire et les affaires. Ethan tendit un ours en peluche usé. Ring the tell. Tsest-M. Cuddles, annonça Sophie, 5 ans, apparaissant dans l'embrasure de la porte. Il est très important. Je vois ça, dit Ethan sérieusement. On dirait un ours qui a vécu beaucoup d'aventures. Tsest-Vrai? Il est venu avec moi chez le docteur quand j'ai eu mes vaccins, et il dort avec moi toutes les nuits. Et une fois, il est tombé dans les toilettes, mais maman l'a lavé, et il allait bien. Ethan enveloppe passoineusement M. Cuddle dans du papier de soie doux. Eh bien, nous ferons en sorte qu'il arrive en sécurité dans votre nouvelle chambre. Un ours aussi important mérite un traitement spécial. Sophie rayonna et s'éloigna en sautillant, satisfaite que son jouet adoré soit entre de bonnes mains. Vous êtes doué avec les enfants, observa Sarah. Je n'ai jamais vraiment été en contact avec eux, mais ils sont honnêtes.
Ils disent ce qu'ils pensent et ressentent ce qu'ils ressentent sans calculer les implications sociales ou financières. Ça doit être rafraîchissant. Ça l'est, en fait. Le déménagement dans le nouvel appartement impliqua 3 allers-retours sur 2 étages, les enfants aidant en portant de petits cartons et fournissant un commentaire continu sur tout ce qui se passait autour d'eux. Lorsqu'ils chargèrent le dernier camion, tout le monde était épuisé, en sueur et couvert d'une fine couche de poussière et de peluche de carton. « Combien vous devons-nous » demanda Rachel à Javier alors qu'il finissait d'installer les lits dans le nouvel endroit. Javier cita un prix qui fit grimacer Sarah. C'était juste, mais elle pouvait voir la famille calculer s'ils pouvaient se le permettre. En fait, dit Ethan, prenant Javier à part, j'aimerais couvrir les déménagements d'aujourd'hui, tous les 3. Javier fronça les sourcils. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, garçon riche. Les gens paient pour un travail honnête avec de l'argent honnête. Alors, considérez ça comme un investissement dans mon éducation, dit Ethan. J'ai appris plus aujourd'hui que dans la plupart des cours universitaires. Madame Kim a partagé son histoire familiale avec nous. Cette famille nous a confié les trésors de leurs enfants, et le couple de ce matin nous a permis de participer à leur premier pas vers la construction d'une vie ensemble. Ça vaut plus que de l'argent. Tu ne comprends pas, dit Javier. Ce n'est pas une question de charité. C'est une question de gens qui gagnent ce qu'ils obtiennent et obtiennent ce qu'ils gagnent. Ethan resta silencieux un moment, puis hocha la tête. Vous avez raison. Mais et si? Et si j'engageais votre entreprise pour un travail? Un vrai travail qui paie de l'argent réel? Quel genre de travail? J'ai un pantouse rempli de meubles que je n'utilise jamais, d'art que je ne regarde jamais, de choses qui prennent juste de la place. Et si vous m'aidiez à déterminer ce dont j'ai vraiment besoin et à donner le reste à des familles qui pourraient en avoir l'utilité? Javier étudia le visage d'Ethan. Tu es sérieux? Mortellement sérieux? Et je paierai votre tarif complet. Marché conclu. Mais c'est moi qui décide de ce dont tu as vraiment besoin, pas toi. Tiens-mais-va. Ils se serrèrent la main, et Sarah sentit quelque chose changer dans sa poitrine. Ce n'était pas le prince gâté qu'elle avait engueulé 3 jours plus tôt. C'était quelqu'un qui écoutait vraiment, qui apprenait vraiment. Le retour à Manhattan fut plus calme que le trajet du matin. Tous les 4 étaient fatigués, sales et satisfaits de la manière qui vient d'un travail bien fait. Ethan regardait par la fenêtre, observant Quinn céder la place à Manhattan, et Sarah pouvait presque le voir traiter tout ce qu'il avait vécu. « Un sou pour vos pensées, dit-elle doucement. Je pense sans cesse à la porcelaine de Madame Kim, dit Ethan. Comment sa grand-mère l'a transportée à travers un océan. Comment Madame Kim l'a gardée pour des occasions spéciales qui n'arrivaient presque jamais. Comment elle espère que sa petite-fille en voudra un jour. À quoi ça vous fait penser? J'ai un service de porcelaine qui est dans ma famille depuis 4 générations. Ça vaut probablement plus que la maison de Madame Kim. Je n'ai jamais mangé dedans. Je ne l'ai même jamais touché. Il est dans une vitrine climatisée parce qu'il est trop précieux pour être utilisé. Peut-être que c'est le problème. Que voulez-vous dire? Peut-être que les choses ne sont précieuses que si elles sont réellement valorisées, si elles sont utilisées, aimées et partagées plutôt que simplement conservées. Ethan resta silencieux jusqu'à ce qu'ils atteignent leur immeuble. Alors qu'il se tenait dans le hall, tout de couvert de poussière et épuisé, il se tourna pour lui faire face. « Je veux vous montrer quelque chose, dit-il. Demain. Quelque chose que je n'ai jamais montré à personne. Qu'est-ce que c'est? Un secret? Mon secret? » Il appuya sur le bouton de l'ascenseur pour le pantouse. « Mais d'abord, j'ai besoin de vous demander quelque chose. Aujourd'hui, quand nous travaillons, je me suis senti utile. Vraiment utile, pas juste décoratif. Est-ce que c'est ce que vous ressentez dans votre travail? » Sarah pensa à Michael Carter et à ses campagnes conformes aux attentes des entreprises, à devoir vider l'âme de son travail pour le rendre professionnel. Parfois, dit-elle honnêtement. Quand je fais mes propres projets, mon travail freelance, oui. Chez Carter & Associates, pas tellement. Pourquoi restez-vous? Parce que j'ai besoin d'un salaire stable. Parce que le travail freelance ne vient pas avec une assurance santé ou un revenu garanti. Parce que parfois, il faut compromettre ses rêves pour payer son loyer. Et si vous n'aviez pas à choisir? L'ascenseur arriva avant que Sarah ne puisse demander ce qu'il voulait dire, et ils montèrent dans un silence pensif. Alors que les portes s'ouvraient à son étage, Ethan attrapa sa main. « Merci, dit-il, pour aujourd'hui, pour m'avoir laissé faire partie de quelque chose de réel. Merci d'être vraiment venu, d'avoir écouté Madame Kim et joué avec les enfants et compris que le travail de Javier compte. Ça compte. Tout ça compte. » Les yeux ambrés d'Ethan étaient sérieux. « Je commence à comprendre pourquoi vous étiez si en colère cette première nuit. Ce n'était pas juste à cause du bruit, n'est-ce pas? » Non, dit Sarah doucement. C'était une question de respect. De reconnaître que les vies et les besoins des autres sont tout aussi importants que les vôtres. Je l'apprends. Lentement, mais je l'apprends. Alors que les portes de l'ascenseur se refermaient entre eux, Sarah réalisa que quelque part entre Target et le vaisselier de Madame Kim,
Elle avait cessé de considérer Ethan comme un projet à réparer et avait commencé à le voir comme, eh bien, comme quelqu'un dont elle commençait réellement à se soucier. Ce qui était un problème, car dans 4 jours, leur accord serait terminé, et il retournerait à sa vie de milliardaire tandis qu'elle retournerait à son travail d'entreprise écrasant son âme. Mais pour l'instant, elle était trop fatiguée pour s'inquiéter de l'avenir. Demain, il voulait lui montrer un secret. Elle espérait juste que ce ne serait pas le genre de secret qui lui rappellerait à quel point leur monde était vraiment différent. Pendant ce temps, dans le Penthouse, Ethan se tenait dans son hall en marbre, toujours dans ses vêtements de travail, regardant autour de lui la perfection immaculée de son domicile avec de nouveaux yeux. Tout était beau, coûteux et complètement stérile, pas un seul objet déplacé, pas une seule chose qui racontait l'histoire de qui vivait vraiment ici. Il pensa à l'appartement de Madame Kim, encombré de souvenirs et de sens, au chaos du jeune couple qui parlait d'une vie en construction, à la famille avec les œuvres d'art de leurs enfants, sur le réfrigérateur et des jouets éparpillés comme des promesses de rire à venir. Son Penthouse ressemblait à une exposition de musée, comment vit l'autre moitié, vers 2025. Il sortit son téléphone et fit défiler jusqu'à un contact qu'il n'avait pas appelé depuis des mois. « Hélène, c'est Ethan. Oui, je sais qu'il est tard. J'ai besoin d'une faveur. On est grossé. Vous vous souvenez de ce cabinet d'architecture dont vous avez parlé? Celui qui se spécialise dans le design durable et axé sur la communauté? Je veux les rencontrer demain si possible. Non, ce n'est pas pour l'entreprise. C'est personnel. » Après avoir raccroché, Ethan marcha jusqu'à ses fenêtres du sol au plafond et regarda la ville s'étendant en dessous de lui. Quelque part là, dessous, Sarah passait probablement en revue sa journée, pensant au plan de demain, travaillant sur ses projets freelance qui signifiaient vraiment quelque chose pour les gens. Demain, il allait lui montrer le seul endroit de son monde qui lui semblait réel, le seul secret qu'il avait gardé même de sa famille. Et ensuite, il allait lui parler du plan qui s'était formé dans son esprit toute la journée, un plan qui pourrait changer leur vie si elle était assez courageuse pour lui faire confiance, et s'il était assez courageux pour risquer tout ce que sa famille avait construit sur la chance qu'il y avait quelque chose de plus important que l'argent, le pouvoir et le maintien du statu quo. Pour la première fois de sa vie, Ethan Stonewall était sur le point de parier sur son cœur plutôt que sur sa tête. Il espérait juste que cela ne les détruirait pas tous les deux. De retour à l'appartement 15B, Sarah se tenait dans sa petite douche, laissant l'eau chaude laver la poussière et la sueur de la journée. Mais elle ne pouvait pas effacer le souvenir des mains d'Ethan guidant les siennes alors qu'ils assemblaient des meubles, ou la manière dont il avait écouté les histoires de Madame Kim, ou à quel point il semblait naturel en jouant avec Liam et Sophie. Son téléphone vibra avec un SMS, d'Emily. Comment va l'opération humaniser le milliardaire? Sarah fixa le message longtemps avant de répondre. Je pense que je suis dans le pétrin. Bon pétrin ou mauvais pétrin? Le pire genre? Je pense que je l'aime vraiment. Comme dans Aimer, ou aimer comme dans Tu ne veux plus le tuer. Comme dans Je pense qu'il pourrait être une bonne personne sous tout l'argent et le privilège. Sarah, ma belle, ce n'est pas un pétrin. C'est du progrès. C'est un pétrin si je tombe amoureuse de quelqu'un dans le monde de qui je ne m'intégrerai jamais. Qui dit que tu dois t'intégrer dans son monde? Peut être qu'il s'intègre dans le tien. Les gens comme Ethan Stonewall ne s'intègrent pas dans des mondes comme le mien, Emily, ils les visitent. Ils les étudient. Ils peuvent même les apprécier pendant un temps. Mais ils ne restent pas. Tu n'en sais rien. Vraiment? Dans 4 jours, cette expérience sera terminée, et il retournera à être l'héritier de milliards pendant que je retournerai à faire des campagnes d'entreprise pour des clients ingrats. Ou, répondit Emily par SMS, quelque chose de complètement différent arrive, que aucun de vous n'a vu venir. Sarah voulait y croire, vraiment, mais elle avait appris il y a longtemps que les contes de fées étaient pour les gens qui pouvaient se permettre de croire aux fins heureuses. La vraie vie était plus désordonnée, plus compliquée, et bien moins indulgente envers les filles qui tombent amoureuses de princes, même des princes qui ont l'air bien dans des vêtements de chez Target, et qui n'ont pas peur de se salir les mains en déménageant des meubles. Demain, il voulait lui montrer un secret. Elle espérait juste que ce ne serait pas le genre de secret qui briserait la fragile connexion qu'ils construisaient, une conversation honnête à la fois. Sarah se réveilla avec 17 appels manqués et 43 messages textes, ce qui était soit un très bon signe, soit le début de l'apocalypse. Vu sa chance récente, elle pariait sur l'apocalypse. Les appels venaient de son patron, Michael Carter, et avaient commencé à 6h du matin. Les textos étaient d'Emily, de plus en plus frénétiques. « Regarde les nouvelles, Sarah. Regarde les nouvelles. Pourquoi tu ne réponds pas? OMG, ton prince du Penthouse est en première page du Times. Rappelle-moi. » Avec une appréhension croissante, Sarah attrapa son ordinateur portable et ouvrit le site du New York Times. Le titre la frappa comme un coup physique. L'héritier Stonewall aperçu travaillant pour une entreprise de déménagement, coup de pub ou crise personnelle? Sous le titre, une série de photos qui lui firent tomber l'estomac dans les talons. Ethan chargeant des meubles dans le camion de Javier, Ethan portant des cartons à l'étage,
Ethan agenouillé dans l'appartement de Madame Kim, enveloppant soigneusement la porcelaine de sa grand-mère. Et dans plusieurs photos, clairement visibles à ses côtés, Sarah. L'article était un chef-d'œuvre de journalisme spéculatif, dépeignant Ethan comme soit en pleine dépression nerveuse, soit orchestrant un coup publicitaire élaboré. Il mentionnait sa mystérieuse compagne et spéculait sur le fait de savoir si la famille Stonewall était au courant des activités inhabituelles de leur héritier. Son téléphone sonna. Michael Carter. Lopez. Sa voix était si forte qu'elle dut éloigner le téléphone de son oreille. Viens au bureau. Maintenant. Michael, je peux expliquer. Tu peux expliquer pourquoi tu sors secrètement avec l'un des hommes les plus riches d'Amérique et que tu n'as pas pensé à le mentionner. Tu peux expliquer pourquoi mon employé est étalé en première page de la section affaires, jouant à la maison avec un milliardaire. Ce n'est pas ce que ça semble. On dirait que tu nous as caché des choses, Lopez. Depuis combien de temps le vois-tu? Qu'est-ce qu'il t'a promis? Et plus important, que peut-il faire pour cette firme? Sarah ferma les yeux. Pinsua. Bien sûr, ce serait la première pensée de Michael. Je serai là dans 1 heure, dit-elle, et raccrocha avant qu'il ne puisse lancer un autre interrogatoire. Elle fixait encore les photos quand son interphone grésilla. La voix d'Ethan crépita. Sarah, peux-tu me laisser monter? Il faut qu'on parle. Quand elle ouvrit la porte, Ethan semblait ne pas avoir dormi. Ses cheveux étaient en désordre, il portait encore les jeans de la veille, et son visage était marqué par l'épuisement et quelque chose qui ressemblait à de la panique. Tu as vu l'article, dit-il. Difficile de le manquer. C'est l'histoire principale sur 3 sites d'actualité différents. Sarah s'écarta pour le laisser entrer, puis ferma la porte et s'y adossa. Comment ont-ils su où nous étions? Quelqu'un les a prévenus. Probablement quelqu'un dans l'un des immeubles où nous avons déménagé hier. Ethan passa ses mains dans ses cheveux. Sarah, je suis tellement désolé. Je n'ai jamais pensé, j'aurais dû considérer que ça pourrait arriver. Tu aurais dû considérer que traîner avec des gens normaux pourrait faire la une? Ouais, c'est définitivement quelque chose que tu aurais dû prendre en compte. La voix de Sarah était plus tranchante qu'elle ne l'avait prévu, mais elle avait peur, elle était en colère et se sentait complètement dépassée. Je sais que tu es en colère. Je ne suis pas en colère, Ethan. J'ai peur. Elle lui montra son téléphone, qui affichait maintenant 57 appels manqués. Mon patron est furieux. Il y a des reporters qui m'appellent, et selon Twitter, je suis soit une croqueuse de diamants, soit une influenceuse qui essaie de booster son profil, le visage d'Ethan pâlit. Que veux-tu que je fasse? Je peux faire une déclaration, préciser que c'était juste. Juste quoi? Un mec riche qui joue à être normal pendant quelques jours? Un milliardaire qui s'encanaille avec la pauvre fille pour se divertir? La voix de Sarah se brisa légèrement, parce que c'est sûr que c'est ce que ça ressemble vu d'ici. Ils se regardèrent à travers son petit salon, et Sarah vit le moment où Ethan réalisa à quel point il avait mal calculé la situation. Il faut que j'y aille, dit-elle, attrapant sa veste. Je dois gérer mon patron et trouver comment sauver ma carrière avant que ça empire. Sarah, attends non, Ethan, just non. C'est exactement ce que je craignais qu'il arrive. Ton monde et le mien ne se mélangent pas. Ils s'écrasent l'un contre l'autre, et des gens comme moi se retrouvent blessés. Elle le laissa debout dans son appartement et partit pour ce qu'elle était certaine serait la pire journée de sa vie professionnelle. Carter & Associates. 10H30. Le bureau de Michael Carter ressemblait à un tribunal. Il était assis derrière son énorme bureau comme un juge tandis que Sarah lui faisait face depuis la chaise de l'accusé. Le journal était étalé entre eux comme une preuve de ses crimes. Alors, commença Michael, sa voix trompeusement calme, Ethan Stonewall, héritier d'une fortune de 12 milliards de dollars. Et vous avez été quoi? En couple avec lui, en train de jouer à la maison? En train de mener une sorte d'expérience sociale? C'est compliqué, dit Sarah, ce qui était à la fois vrai et totalement inadéquat. Décompliquer ça, parce que de mon point de vue, on dirait que mon employé est secrètement impliqué avec l'un des hommes les plus puissants d'Amérique et n'a pas pensé à partager cette information avec son employeur, parce que c'est personnel, Michael. Ma vie personnelle ne concerne pas l'entreprise. Ça devient l'affaire de l'entreprise quand ça finit en première page du Times. Michael Sepenchanawant. As-tu la moindre idée de ce qu'un contrat avec Stonewall Enterprise pourrait signifier pour cette firme? On parle de dizaines de millions de dollars de revenus. Je ne vais pas monnayer mes relations personnelles pour un gain corporatif. Monnayer? Lopez? Je parle de réseautage, d'utiliser les connexions que tu as pour bénéficier à tout le monde ici. N'est-ce pas ce que tu veux? Du succès, de l'avancement, la chance de travailler sur des projets plus grands et plus importants? Sarah le fixa. À quel prix? Quel prix? Tu es déjà impliqué avec cet homme. Je suggère juste que tu en tires le meilleur parti. Et si je refuse? Le sourire de Michael était froid. Eh bien, ce serait décevant, surtout vu à quel point l'industrie du design est compétitive de nos jours.
À quel point il peut être difficile de trouver de nouvelles opportunités si tu te fais une réputation de personne non coopérative. La menace était claire comme de l'eau de roche. Sarah sentit quelque chose mourir dans sa poitrine, le dernier vestige de respect qu'elle avait pour son travail, son patron, toute sa situation professionnelle. « Je vois, » dit-elle doucement. « Je savais que tu comprendrais. Maintenant, pourquoi ne pas appeler ton petit ami et organiser une réunion? Rien de trop agressif, juste une conversation décontractée sur les besoins créatifs de son entreprise. » Sarah s'éleva lentement. « Michael? Oui? Va au diable. » Elle sortit de son bureau, passa devant les visages curieux de ses collègues, devant l'expression inquiète d'Emily, et alla directement à son bureau. Elle ouvrit son ordinateur portable, ouvrit son modèle de lettre de démission et commença à taper. 20 minutes plus tard, elle envoya un courriel qui mettait fin à sa carrière chez Carter & Associates et être à sa carrière à New York tout entière. Son téléphone vibra avec un texto d'Ethan. « S'il te plaît, laisse-moi expliquer. Retrouve-moi à l'endroit que je voulais te montrer hier. L'adresse est 47 West 13th Street, niveau sous-sol. » Sarah fixa le message longtemps. Chaque partie rationnelle de son cerveau lui disait de l'ignorer, de rentrer chez elle, de faire ses valises et de commencer à planifier son retour au Texas. Mais une petite partie têtue d'elle voulait savoir quel était son secret, ce qu'il avait été si impatient de partager avant que leur monde n'explose en gros titres et spéculations. Contre son meilleur jugement, elle prit le métro. 47 West 13th Street, 14H0. L'adresse menait à un immeuble anodin dans le village, le genre d'endroit devant lequel on passe 100 fois sans le remarquer. Sarah trouva l'entrée du sous-sol et frappa, incertaine de ce à quoi s'attendre. Ethan ouvrit la porte, et elle sut immédiatement que cet endroit était différent. Fini le prince poli, l'héritier impeccable. Il semblait bru, vulnérable, presque nerveux. « Merci d'être venu. » dit-il doucement. « Je n'étais pas sûr que tu viendrais. Je ne suis pas sûr de pourquoi je l'ai fait. » Il la guida dans un couloir étroit et à travers une porte marquée privée, et Sarah se retrouva dans l'atelier le plus magnifique qu'elle ait jamais vu. L'espace était immense. Clairement un sous-sol converti avec des murs de briques apparentes et un éclairage industriel. Mais ce qui lui coupa le souffle, ce furent les maquettes. Des maquettes architecturales couvrant toutes les surfaces, chacune plus complexe et époustouflante que la précédente. « Qu'est-ce que cet endroit ?» murmura-t-elle. « Mon secret, » dit Ethan, sa voix douce. « Je loue cet espace depuis 3 ans, travaillant sur des conceptions, construisant des maquettes, apprenant tout ce que j'aurais dû apprendre à l'école d'architecture. » Sarah se déplaça dans l'espace comme dans un musée, examinant chaque maquette avec une stupéfaction croissante. Ce n'étaient pas les structures froides et corporatives qu'elle associait à Stonewall Enterprise. C'étaient des bâtiments chaleureux, humains, conçus pour les communautés, des logements abordables avec des jardins, des centres communautaires avec des espaces flexibles, des développements à usage mixte qui rassemblaient des familles de travailleurs et des petites entreprises. « Ethan, c'est incroyable », souffla-t-elle, s'arrêtant devant une maquette qui ressemblait à un quartier entier. Celui-ci surtout. On dirait une communauté complète. C'est East Harlem, dit-il, venant se tenir à côté d'elle. Je travaille sur une proposition pour des logements abordables qui ne ressemblent pas à un projet immobilier. À revenu mixte, durable, conçu pour rassembler les gens plutôt que de les isoler. As-tu montré ça à ta famille, à ton entreprise? Ethan rit, mais il n'y avait aucun humour dedans. Mon père aurait une attaque. Ce n'est pas assez rentable, assez prestigieux, assez corporatif pour Stonewall Enterprises. Nous construisons des gratte-ciel de luxe et des complexes commerciaux, pas des centres communautaires pour les familles de travailleurs. Alors pourquoi continues-tu à les concevoir? Ethan resta silencieux un moment, passant son doigt le long du bord de la maquette. Parce que je pense sans cesse à Madame Kim, à cette famille avec 3 enfants qui essaie de trouver un endroit qu'ils peuvent se permettre, à tes parents qui travaillent à 2 emplois juste pour survivre. Les bâtiments que je conçois pour Stonewall ne résolvent pas de problème. Ils créent juste des moyens plus coûteux de vivre. Sarah étudia son profil. Alors pourquoi ne pas changer ça? Parce que je suis une seule personne contre tout un conseil d'administration, des actionnaires, et un héritage familial qui construit le même type de projet depuis 50 ans. Et si tu n'étais pas seul? Ethan se tourna pour la regarder. Que veux-tu dire? Sarah prit une profonde inspiration, les pièces d'une idée impossible s'assemblant dans son esprit. Et si tu avais un partenaire? Quelqu'un qui comprend les besoins de la communauté, qui pourrait t'aider à concevoir des bâtiments qui servent réellement les gens qui y vivent. Tu as les ressources, les connexions, les connaissances en affaires. J'ai les connexions communautaires, la compréhension de ce dont les familles de travailleurs ont réellement besoin, les compétences en design pour rendre ça beau et fonctionnel. Elle désigna l'atelier autour d'eux. Cet endroit prouve que tu es sérieux à ce sujet. Ces maquettes prouvent que tu as la vision. Ce n'est pas si simple. Pourquoi pas? Pourquoi doit-ce être compliqué? La voix de Sarah se raffermit alors que l'idée prenait forme. Commence.
Petit. Trouve un projet, prouve que le concept fonctionne. Construis à partir de là. Montre à ta famille et à ton conseil que le développement axé sur la communauté peut être rentable et durable. Et tu serais prête à faire ça avec moi, même après aujourd'hui, après les gros titres et le gâchis que j'ai fait de ta vie? Sarah regarda de nouveau autour de l'atelier, les rêves rendus tangibles en bois et en carton, la preuve du désir sincère d'Ethan d'utiliser son privilège pour quelque chose de significatif. J'ai quitté mon travail aujourd'hui, dit-elle doucement. Quoi? Michael voulait que j'utilise notre. Peu importe ce que c'est pour obtenir un contrat avec Stonewall Enterprises. Quand j'ai refusé, il a pratiquement menacé ma carrière. Sarah haussa les épaules. Alors, j'ai quitté, envoyé ma lettre de démission, et je suis parti. Sarah, je suis tellement désolé. Ne le sois pas. Tu m'as rendu service. Ce travail tuait mon âme. De toute façon, Michael avait raison sur une chose, cependant. Je veux travailler sur des projets plus grands, plus importants. Des projets qui comptent. Elle prit une petite maquette d'un centre communautaire, admirant la manière dont le design intégrait la lumière naturelle et les espaces flexibles. Mais je veux le faire correctement, avec quelqu'un qui comprend que les bâtiments ne sont pas juste des structures. Ce sont des endroits où les gens vivent leur vie, élèvent leurs enfants, construisent leurs rêves. Ethan la regardait avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Tu es sérieuse à ce sujet? Mortellement sérieuse. Mais j'ai des conditions. Normless. Partenariat égal. Pas toi qui finance mes designs. Pas moi qui décore tes bâtiments. Un vrai partenariat, où nous avons tous les deux un droit de parole égal dans chaque décision. C'est fait. On commence petit. On prouve le concept avant d'essayer de changer le monde. D'accord. Et on fait ça correctement. Pas de raccourcis, pas de compromis sur la qualité ou l'apport de la communauté parce que c'est plus facile ou moins cher. Binzoa. Sarah reposa la maquette et se tourna pour lui faire face pleinement. Et plus de secrets. Si nous allons être partenaires, j'ai besoin de savoir que tu es engagé dans ça, pas juste en train de jouer jusqu'à ce que tu t'ennuies. Je suis engagé, dit Ethan, et l'intensité dans sa voix la fit le croire. Ces maquettes, cet atelier, j'y travaille depuis 3 ans, Sarah, bien avant de te rencontrer, tu ne m'as pas donné l'idée. Tu m'as donné le courage de la poursuivre réellement. Que veux-tu dire? Je veux dire, te voir te battre pour ton art, te voir travailler à 2 emplois pour soutenir tes rêves, apprendre ce que ça signifie de se soucier vraiment de quelque chose au-delà des marges bénéficiaires. Ça m'a fait réaliser que je me cachais de ce que je veux vraiment parce que j'avais peur de décevoir ma famille. Et maintenant j'ai plus peur de me décevoir moi-même, de gaspiller les opportunités que j'ai parce que j'avais trop peur de prendre des risques. Il se tenait dans l'atelier, entouré de rêves rendus manifestes, et Sarah sentit quelque chose changer dans sa poitrine. Ce n'était plus le prince gâté du Penthouse. C'était quelqu'un qui avait trouvé son but et était assez courageux pour le poursuivre. Il y a autre chose, dit Ethan doucement. Quelque chose que j'ai besoin de te dire avant d'aller plus loin. Le cœur de Sarah se serra. Quoi? Je suis amoureux de toi. Les mots flottaient dans l'air entre eux, bruts, honnêtes et terrifiants. Ethan, je sais que le timing est terrible. Je sais que tout est compliqué et désordonné, et nous sommes probablement tous les deux fous d'envisager ce partenariat, mais j'avais besoin que tu saches. Il s'approcha. J'ai passé toute ma vie entouré de gens qui voulaient quelque chose de moi, mon argent, mon nom, mes connexions. Tu es la première personne qui m'a donné envie d'être meilleur, juste parce que tu croyais que je pouvais l'être. Tu ne peux pas m'aimer, dit Sarah faiblement. Tu me connais à peine. Je sais que tu as sacrifié ton samedi pour montrer à un garçon riche gâté à quoi ressemble la vraie vie. Je sais que tu as défendu la porcelaine de Madame Kim comme si c'était une œuvre d'art inestimable. Je sais que tu as quitté ton travail plutôt que de compromettre tes principes. Je sais que tu vois des possibilités là où d'autres voient des problèmes. Ce ne sont que des choses que j'ai faites. Ce sont qui tu es. Ethan tendit la main pour toucher doucement son visage. Et qui tu es, c'est quelqu'un dont je veux passer le reste de ma vie à apprendre. Sarah ferma les yeux, s'appuyant sur son toucher malgré chaque pensée rationnelle dans sa tête. C'est faux. Complètement fou. Nous venons de mondes totalement différents. Alors nous construirons un nouveau monde ensemble. Ta famille me détestera. Eh bien, ils devront s'habituer à la déception. Les médias nous déchireront. Qu'ils essaient. Sarah ouvrit les yeux et se retrouva noyée dans l'ambre. Et si nous échouons? Et si le partenariat ne fonctionne pas? Et si nous ne pouvons pas rendre l'entreprise durable? Et si? Ethan la fit taire avec un baiser qui avait le goût de la possibilité et le sentiment de rentrer chez soi. Quand ils se séparèrent, ils respiraient tous les deux fort. Et si nous réussissons? Murmura-t-il contre ses lèvres. Et si nous construisons quelque chose de beau ensemble? Et si nous prouvons que l'amour, les affaires et le changement du monde peuvent tous coexister? C'est ce que tu penses que nous faisons? Changer le monde? Je pense que nous changeons nos mondes, et peut-être, si nous sommes très chanceux, très prudents et très courageux, nous changerons les mondes de quelques autres personnes en chemin.
Sarah regarda une dernière fois autour de l'atelier, l'épreuve de rêve prenant forme, la preuve que parfois les contes de fées pouvaient être construits à partir de papier à plan et d'espoir. Ok, dit-elle. Ok, soyons partenaires. Construisons de beaux bâtiments pour de vraies personnes. Prouvons que le développement axé sur la communauté peut fonctionner. Elle sourit. Et voyons ce qui se passe quand une fille du Texas et un prince de Manhattan décident d'écrire leur propre fin. Le sourire d'Ethan en réponse était plus brillant que toutes les lumières de son pantouse. Marché conclu, dit-il, et l'embrassa de nouveau. 6 mois plus tard, l'inauguration du centre communautaire d'East Harlem n'avait rien à voir avec la cérémonie de coupe de ruban typique de Stonewall Enterprises. Pas de politiciens ni de photographes de la haute société, pas de champagne ni de canapé de designer. À la place, il y avait des familles du quartier, des enfants courant autour de la nouvelle aire de jeu, des seniors découvrant le laboratoire informatique, et des adolescents, revendiquant déjà leur territoire dans le centre pour adolescents. Sarah se tenait avec Ethan et Javier, qui était devenu leur entrepreneur de référence pour les projets communautaires, regardant Madame Kim enseigner un cours de poterie dans la salle d'art et de métier. Regarde-se, dit Javier, souriant. Elle a la moitié du quartier là, dedans à faire des cendriers. Ce ne sont pas des cendriers, corrigea Sarah. Ce sont des pièces d'art fonctionnelles. Même chose. Le projet avait été leur pilote. Un centre communautaire construit en partenariat avec les résidents locaux, conçu pour répondre aux besoins réels de la communauté plutôt qu'aux fantasmes des cabinets d'architecture. Cela avait pris 6 mois, 3 audiences publiques, d'innombrables sessions d'apport communautaire, et plus de café qu'aucun humain ne devrait consommer dans une vie. Cela avait aussi été rentable. Le Times veut faire un article de suivi, dit Ethan, montrant son téléphone à Sarah, sur le succès du développement centré sur la communauté. Vas-tu le faire? Seulement si tu le fais avec moi. Nous sommes partenaires. Souviens-toi. Il y a 6 mois. Le mot partenaire ne s'appliquait qu'à leur relation d'affaires. Mais quelque part entre les réunions communautaires, les sessions de conception tardive et l'apprentissage de naviguer dans l'attention médiatique qui venait avec le fait de sortir avec un Stonewall, cela s'était étendu à tout le reste. En parlant de partenaires, Emily apparut à leur côté, souriant comme si elle avait gagné à la loterie. J'ai des nouvelles. Bonnes ou mauvaises nouvelles? Demanda Sarah. Les meilleures nouvelles. La firme de Michael Carter vient de perdre le comte Thompson. Apparemment, le client a décidé qu'il voulait un design authentique, axé sur la communauté plutôt que l'esthétique corporative sans âme. Le sourire d'Emily s'élargit. Devine qui ils ont embauché à la place? Sarah et Ethan échangèrent un regard. Leur firme, Stonewall & Lopez Community Design, recevait beaucoup d'appels récemment de clients qui voulaient quelque chose de différent de l'approche corporative habituelle. On va avoir besoin de plus de personnel, dit Ethan. Déjà sur le coup, répondit Sarah. J'ai contacté quelques anciens camarades de Parson. Il s'avère que beaucoup de designers talentueux en ont marre de rendre les maisons des riches encore plus grandes. Un groupe d'enfants passa en courant, poursuivant un ballon de football vers le nouveau terrain derrière le centre. L'un d'eux, Liam, le petit de 3 ans du déménagement, repéra Ethan et courut vers lui. Monsieur Ethan, viens voir ce que j'ai fait en cours de poterie. Ethan se laissa entraîner par une petite main, et Sarah le regarda partir avec un sourire qui ressemblait à du soleil. Tu sais, dit Emily pensivement, il y a 6 mois, si quelqu'un m'avait dit que tu finirais dans une relation avec un milliardaire, à gérer une entreprise prospère, et réellement heureuse, j'aurais suggéré une thérapie. Et maintenant? Maintenant, je pense à demander à Javier s'il a des cousins célibataires. Emily, quoi? Tu ne peux pas être la seule à avoir une fin de conte de fées. Sarah rit, mais son attention fut attirée par une silhouette familière qui s'approchait, une femme en tailleur élégant qui semblait distinctement déplacée parmi la foule de l'inauguration du centre communautaire. Mademoiselle Lopez, la femme tendit une main parfaitement manucurée. Je suis Hélène Stonewall, la mère d'Ethan. L'estomac de Sarah se noua. Elle redoutait cette rencontre depuis des mois, malgré les assurances d'Ethan que sa famille finirait par l'accepter. Madame Stonewall, ravie de vous rencontrer. Je voulais voir ce projet de mes propres yeux, dit Hélène, regardant autour du centre communautaire animé, pour comprendre ce qui a captivé l'attention de mon fils si complètement. Et qu'en pensez-vous? Hélène resta silencieuse un moment, observant un groupe d'adolescents collaborer sur une fresque dans le couloir principal. Je pense, dit-elle enfin, que je n'ai pas vu Ethan aussi passionné par quelque chose depuis qu'il avait 8 ans et qu'il avait décidé de concevoir une cabane dans les arbres qui pourrait accueillir tous les chats errants de Manhattan. A-t-il réussi? Il a dessiné des plans incroyablement détaillés et les a présentés au bureau de l'urbanisme. Le sourire d'Hélène était affectueux. Ils ont été très polis pour expliquer les lois de zonage à un enfant de 8 ans. Certaines choses ne changent jamais. Non, en effet, il a toujours voulu construire des choses qui comptent. Je pense que nous avons juste oublié d'écouter ce qui comptait pour lui. Elles restèrent dans un silence confortable,
regardant Ethan émerger de la salle de poterie, couvert d'argile et souriant comme s'il avait découvert un trésor enfoui. « Mademoiselle Lopez, dit Hélène doucement, je vous dois des excuses. Pourquoi? Pour avoir supposé que vous étiez juste une autre jeune femme intéressée par la fortune de mon fils. Pour ne pas avoir reconnu que vous étiez exactement ce dont il avait besoin, quelqu'un qui a vu son potentiel plutôt que son portefeuille. » Sarah sentit des larmes lui piquer les yeux. « Madame Stonewall-Hélène, s'il vous plaît. Nous allons être une famille après tout. » « Vraiment ?» Hélène désigna Ethan, qui aidait maintenant Liam à laver l'argile de ses mains tout en expliquant les bases de la cuisson de la céramique à un public fasciné de 6 ans. « Regardez-le, dit-elle doucement. Je ne l'ai pas vu aussi heureux, aussi lui-même, depuis qu'il était enfant. Quoi que vous ayez fait, quoi que vous lui ayez montré, cela a ramené le fils que je pensais avoir perdu dans les salles de conseil et les attentes. Il s'est ramené lui-même. Je n'ai fait que l'encourager un peu. Ne diminuez pas ce que vous avez fait. » L'étang qui organisait des fêtes pour éviter de penser à sa vie n'aurait pas conçu cet endroit, n'aurait pas lutté contre le conseil pour le financer, n'aurait pas passé 6 mois à écouter les apports de la communauté et à réviser les designs. La voix d'Hélène se réchauffa. « Vous n'avez pas seulement sauvé mon fils d'une vie qu'il ne voulait pas. Vous l'avez aidé à construire la vie qu'il voulait. » Avant que Sarah ne puisse répondre, Ethan apparut à leur côté, ayant échappé à son petit fan club. « Maman, dit-il. Surprise et méfiance dans la voix, je ne m'attendais pas à te voir ici. Je voulais voir sur quoi tu travaillais. » Hélène regarda une dernière fois autour du centre. « C'est remarquable. Ethan. Vraiment remarkable. » « Ce n'est que le début, dit Ethan, tendant inconsciemment la main vers celle de Sarah. « Nous avons des plans pour des logements abordables, des développements à usage mixte, des projets de design axés sur la communauté à travers la ville, et le conseil est favorable. Le conseil apprend à être favorable. La rentabilité aide à cela. Et là il mérite. Ça aide toujours. Eh bien, je devrais vous laisser retourner à votre célébration d'ouverture, mais Ethan, ton père et moi aimerions dîner avec toi et Sarah la semaine prochaine, si vous êtes libre. Vous voulez dîner avec nous? Je veux apprendre à connaître la femme qui a fait que mon fils se souvienne de qui il voulait être quand il grandirait. » Après le départ d'Hélène, Ethan se tourna vers Sarah avec une stupéfaction écrite sur le visage. « Ça s'est mieux passé que prévu, » observa Sarah. « Ça s'est mieux passé que ce que j'osais espérer. » Ethan serra sa main. « Prête pour la dédicace officielle? » La cérémonie de dédicace était simple. Juste Ethan et Sarah debout devant le centre communautaire avec une foule de voisins, d'enfants et de seniors qui avaient fait leur ce projet. Au lieu d'un ruban, ils coupèrent une chaîne en papier faite par le programme après, école, chaque maillon décoré de dessins de ce que le centre signifiait pour différentes personnes. « Il y a 6 mois, dit Ethan à la foule, je pensais savoir à quoi ressemblait un développement réussi. Ça ressemblait à des immeubles hauts, des matériaux coûteux, et des marges bénéficiaires qui impressionnaient les actionnaires. » Il jeta un coup d'œil à Sarah, qui hocha la tête pour l'encourager. « Mais j'ai appris quelque chose de cette communauté, des gens qui vivent d'ici, travaillent ici et élèvent leur famille ici. J'ai appris que le vrai succès ne se mesure pas en dollars. Il se mesure en vie améliorée, en communauté renforcée, et en rêve rendu possible. » La foule applaudit, et Madame Kim cria, « Parlez-leur de la salle de poterie. » Tout le monde rit, et le discours préparé d'Ethan se transforma en une conversation improvisée sur les caractéristiques préférées du centre, les programmes à venir, et les suggestions pour les futurs projets. Plus tard, alors que le soleil se couchait et que la célébration d'ouverture touchait à sa fin, Sarah et Ethan se retrouvèrent seuls dans le centre, entourés du chaos confortable d'un espace déjà bien aimé. « Fatiguée ?» demanda Ethan, l'enlaçant par derrière. Épuisée, heureuse, terrifiée par ce qui vient ensuite. Sarah s'appuya contre sa poitrine. L'habituel. Ce qui vient ensuite, c'est qu'on rentre à la maison, on commande une pizza, et on passe demain matin à répondre aux appels de communautés qui veulent leur propre centre. C'est ton opinion professionnelle, Monsieur Stonewall? C'est mon opinion professionnelle, Mademoiselle Lopez. Bien que j'ai encore un point d'affaire à discuter. Oh? Ethan la tourna pour lui faire face, et le cœur de Sarah s'arrêta quand elle vit la petite boîte en velours dans sa main. Ethan Stonewall, qu'est-ce que tu fais? Quelque chose que je planifie depuis notre 3e jour de partenariat, quand tu m'as crié dessus pour avoir voulu acheter du carrelage importé alors que le fournisseur local avait des options parfaitement bonnes. C'est un moment très précis pour tomber amoureux. C'était le moment où j'ai réalisé que tu ne m'apprenais pas seulement sur la communauté. Tu m'apprenais à construire une vie qui comptait. Ethan s'agenouilla là, au milieu du centre communautaire qu'ils avaient construit ensemble. Sarah Lopez, veux-tu m'épouser? Veux-tu être ma partenaire en tout, affaires, vie, changer le monde un bâtiment à la fois? Sarah le regarda, cet homme qui avait commencé comme un prince arrogant et était devenu quelqu'un qui proposerait dans un centre communautaire entouré d'œuvres d'enfants et de l'odeur persistante d'argile de poterie. Oui, dit-elle, et sa voix ne trembla qu'un peu. Oui, je vais t'épouser. Mais Ethan oui.
La prochaine fois que tu veux faire une demande, prévient une fille pour qu'elle puisse arranger ses cheveux. Ethan se leva et glissa la bague à son doigt. Une simple bande élégante avec une pierre qui captait la lumière comme un rayon de soleil emprisonné. Tes cheveux sont parfaits, dit-il, l'embrassant doucement. Tout dans ceci est parfait. Alors qu'ils se tenaient dans leur centre communautaire, entourés des preuves de ce qui était possible quand le privilège rencontrait le but et que l'amour rencontrait l'ambition, Sarah réalisa que les contes de fées n'étaient pas du tout à propos de princes sauvant des princesses. Ils étaient à propos de deux personnes imparfaites décidant de construire quelque chose de beau ensemble, une conversation honnête à la fois. Et si ce n'était pas une fin heureuse, c'était définitivement un début parfait. Épilogue. 1 an plus tard, le mariage eut lieu à Prospect Park, à l'endroit même où Ethan avait d'abord parlé à Sarah de sa famille, et où elle l'avait défié de découvrir ce qu'il voulait vraiment. C'était petit, intime, et totalement parfait. Un mélange de la famille texane de Sarah, des parents de la côte est d'Ethan, et de la communauté qu'ils avaient construite ensemble à New York. Javier accompagna Sarah dans l'allée, puisque son père était coincé dans des démarches d'immigration qui ne seraient pas résolues avant 6 mois. Madame Kim fit la lecture. Un poème sur la construction de maisons qui abritent non seulement des corps, mais aussi des rêves. Liam et Sophie furent respectivement porteurs d'anneaux et filles aux fleurs, et réussirent à accomplir leur tâche sans catastrophe majeure. La réception eut lieu au centre communautaire d'East Harlem, parce que, bien sûr, c'était là. Hélène Stonewell dansa avec Javier tout en débattant des subtilités du développement durable. Emily attrapa le bouquet et le tendit immédiatement à Diego, qui rougit furieusement et marmonna quelque chose sur le fait de ne pas être prêt pour ce genre de pression. Les parents de Sarah, qui avaient enfin reçu leur visa, passèrent la soirée complètement charmés par tous ceux qu'ils rencontrèrent, déclarant que leur fille avait trouvé un homme bien qui comprenait la valeur du travail acharné. Pas mal pour un garçon riche, dit son père à Ethan pendant la danse père-fille qu'il avait insisté pour avoir avec son nouveau gendre. J'ai eu un bon professeur, répondit Ethan, faisant tournoyer la mère de Sarah avec une grâce surprenante. À la fin de la soirée, alors qu'il ramassait les assiettes en papier et pliait les tables, Sarah trouva Ethan assis sur les marches à l'entrée du centre communautaire, toujours en smoking, mais avec son nœud papillon défait et ses manches retroussées. Pas de regret? Demanda-t-elle, s'installant à côté de lui. À propos de t'épouser? Jamais? Ethan la serra contre lui. À propos d'avoir notre réception dans un centre communautaire plutôt qu'au plaza? Aussi, jamais, ta mère semble avoir survécu au traumatisme. Ma mère a passé la moitié de la soirée à demander à Madame Kim les coordonnées de son professeur de poterie. Je pense qu'elle prévoit de suivre des cours. Ils restèrent assis dans un silence confortable, regardant le quartier qui était devenu le leur, pas parce qu'ils le possédaient, mais parce qu'ils y appartenaient. À quoi y penses-tu? Demanda Sarah. Au dessin. Ce que tu m'as montré de quand tu avais 8 ans, l'appartement de rêve pour ta mère. Ethan se tourna pour la regarder. On devrait faire ça. Faire quoi? Concevoir des maisons de rêve. Pas juste des centres communautaires et des logements abordables, mais de vraies maisons de rêve pour des gens qui ne pensaient jamais pouvoir s'en offrir une. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. Ethan, c'est brillant. C'est ton idée. Je ne fais que la voler. C'est notre idée. C'est ce que font les partenaires. Ils volent les meilleures idées de l'autre et les rendent meilleures. Alors, on va vraiment faire ça? Construire une entreprise qui conçoit des maisons de rêve pour des familles de travailleurs? On le fait déjà, dit Sarah, désignant le centre communautaire, on va juste en faire plus. Je t'aime, Sarah Stonewell. Je t'aime aussi, Ethan Lopez Stonewell. Ce sera vraiment mon nom? Salé si tu veux une facturation égale dans l'annuaire de l'entreprise. Ethan rit et embrassa sa femme sous les réverbères d'East Harlem, entouré des rêves qu'ils avaient construits ensemble et de ceux qu'ils planifiaient encore de construire. Ce n'était pas la fin que l'un ou l'autre avait attendue lorsqu'ils s'étaient d'abord heurtés dans ce couloir il y a 2 ans. C'était mieux. Fin.